Bonjour, aujourd'hui ça sera encore une émission qui aura pour thème la santé, après avoir invité les salariés de l'Hôtel Dieu. Nous recevrons un GIF qui a fait le buzz sur Facebook avec, je crois, 35 000 amis. De ce collectif, nous avons 2 infirmières. Alors le collectif s'appelle le Ni Bonne, Ni Nonne, Ni Pigeonne. De ce collectif, nous avons... Alexandra Sonneron, je suis présidente de l'association. Et infirmière. Et infirmière libérale, oui. Oui. Sarah Garlet, vice-présidente de l'association et infirmière libérale également. D'accord. Alors justement, c'était la question qu'on se posait, ni bonne, ni pigeonne. Dites donc, ça faisait penser au patron pigeon. Et alors, vous êtes libéral. Oula. Ça fait peur. Non, le mouvement des patrons pigeons, c'est effectivement le premier mouvement qui est apparu avec le mot pigeon. Nous, on a détourné le mot. Le collectif, il rassemble des soignants du secteur privé, du secteur public et du secteur libéral. Et on n'a aucun lien avec les patrons pigeons. C'était aussi une ironie, quoi, un second degré. On a détourné un mot qui faisait le buzz sur Internet et surtout on a repris le slogan de 88 qui était ni bonne, ni nonne, ni conne et on l'a mis au goût du jour. Voilà, donc vous estimez les héritières de ce grand mouvement de 88, des infirmières de 88 ? On est les héritières de ce mouvement parce que oui, tout n'a pas été réglé en 88 malheureusement et le combat continue. Donc, ça se serait su. Voilà, ça se serait su. On peut rappeler un petit peu le mouvement de 88 parce que pour les auditeurs qui sont un peu jeunes... Alors le mouvement de 88, oui, il y a eu 100 000 soignants dans la rue en 88. À l'époque, en fait, on remettait en question le niveau bac pour l'accès au diplôme infirmier. Donc, il y avait eu un mouvement en Angleterre qui était né, puis c'est arrivé en France. Il y a une coordination nationale d'Île-de-France qui s'était créée, donc les infirmières se sont organisées. C'est un combat qui a duré 2 ans. En fait, la coordination nationale, qui était au départ une association, est devenue un syndicat ensuite, la coordination nationale infirmière. Malheureusement, alors le niveau bac a été maintenu, mais toutes les revendications de l'époque, notamment sur les conditions de travail et salariales, n'ont pas abouti. Il y a eu des conflits aussi avec le syndicat à l'époque qui a été négocié, la CFDT. Et c'est un mouvement qui a fini par s'essouffler par épuisement aussi, même si jusqu'en 90-91 il y a eu une mobilisation assez forte. Voilà, donc la mobilisation qu'on a essayé de mettre en œuvre là depuis le mois d'octobre, elle reprend effectivement le slogan, puisqu'il y a des problèmes similaires qui se sont aggravés, notamment au vu des conditions de travail et des politiques de santé qui se sont mises en place ensuite. Voilà, c'est pour ça qu'on est les héritières effectivement du mouvement. Mais nous rassemblons dans ce mouvement aussi les aides-soignantes, les aides-soignants et les aides-soignantes. Voilà, donc c'est un peu la nouveauté, c'est le binôme aide-soignant-infirmier qui est défendu fortement. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être les conditions pour les infirmières du public, de l'hôpital public, de rémunération et de pension actuellement ? Alors il y a une réforme qui a eu lieu il y a 3 ans par rapport à la catégorie A et la catégorie B. Donc la réforme des retraites qui a supprimé la pénibilité du métier d'infirmière. On a eu le choix, c'est-à-dire un choix quand même très imposé, c'est-à-dire qu'il fallait choisir entre la catégorie A et la catégorie B. Donc pour celles qui choisissaient la catégorie A, elles renonçaient donc à la pénibilité, donc elles perdaient 5 ans pour arriver à la retraite, donc un départ à 55 ans qui n'est plus possible. Et celles qui sont restées en catégorie B, qui ont fait ce choix, conservent leurs droits. Et en fait, il s'agit d'une proportion d'infirmières peu importante au vu des gens qui ont choisi la catégorie A. Donc ça fait partie des revendications du collectif, c'est le retour à la catégorie B pour l'ensemble du secteur et l'extension au secteur privé. Oui, donc en fait il s'est passé exactement la même chose que dans l'éducation nationale pour les institutrices, c'est-à-dire qu'on a une petite augmentation de rémunération immédiate, mais des droits à pension qui, compte tenu des réformes, vont finalement être épuisés sur le long terme. Oui, et puis en fait cette augmentation liée au changement de catégorie est finalement est pas vraiment valable, puisque l'épuisement fait qu'il y a beaucoup d'infirmières qui pourront pas arriver au bout de leurs années, donc qui quitteront le métier avant de pouvoir bénéficier de leur pension complète et qui se retrouveront finalement avec une pension qui sera moins importante que si elles avaient été en catégorie B. Le deal, c'était aussi parce que les infirmières demandent le niveau licence depuis bien longtemps, puisqu'on fait 3 ans d'études. Donc là,
par un coup de baguette magique, on a eu accès au niveau licence pour les élèves, les étudiants qui sortaient en 2012, sauf que toutes celles qui sont en catégorie A et qui ont choisi la catégorie A et qui sont diplômées d'avant 2012 n'ont pas le niveau licence universitaire et doivent passer par des validations d'acquis de l'expérience pour accéder à certains masters. Donc finalement, il y a une inégalité aussi entre les professionnels et entre les différentes fonctions publiques, puisque même si cette réforme doit s'étendre aux autres fonctions, donc l'éducation nationale, la fonction publique territoriale, il y a encore des gens qui sont en catégorie B. Donc pour une même profession, il y a des inégalités de traitement. Vous pouvez préciser les deux catégories A et B? A et B, c'est les catégories de la fonction publique, c'est-à-dire que c'est soumis à un niveau de diplôme. Oui. Donc nous, en tant qu'infirmières, on revendiquait le niveau licence depuis longtemps, puisque les études sont passées à 3 ans depuis 1993, je crois. Donc le niveau de catégorie A correspond à un niveau licence universitaire. En Europe, aujourd'hui, il y a le cursus LMD, licence master doctorat. Le master infirmier a été mis en place en France depuis 2009, donc au même moment que la réforme des retraites. Sauf que ce master en sciences cliniques infirmières, pour l'instant, n'a aucun statut puisqu'il n'est pas du tout reconnu en termes de salaire et de poste, et que le doctorat est complètement inexistant, alors qu'il existe dans nos voisins européens, en Italie, au Portugal, en Espagne. Donc voilà, la science clinique infirmière apparaît dans les universités sans apparaître en termes de reconnaissance sur le terrain. D'accord, peut-être la grille de rémunération, un ordre de grandeur pour que les auditeurs aient une idée des deux catégories B et A, pour que vraiment on se rende compte que les infirmières sont pas si bien payées qu'on peut l'avoir entendu. Une infirmière en début de carrière qui rentre à l'hôpital public, il y a un salaire de base qui est de 1 400 € à peu près. Après, qui peut évoluer en fonction des nuits, des week-ends, des dimanches, des fériés. Voilà, en fin de carrière, si elle va au bout, vraiment au bout, jusqu'à ses elle arrivera à 55 2300, 2400 €, je crois que c'est ça. La différence avec la catégorie A, par comparaison, en fait, elle est pas très importante. Moi, j'ai quitté la fonction publique en 2006, donc j'étais échelon 3, donc il y a 15 € d'écart. Après, en fin de carrière, c'est là que ça se joue. Mais effectivement, en fin de carrière, c'est là que les infirmières ne seront plus dans les services. Donc finalement, ces salaires ne seront a priori jamais versés. Voilà, c'est pas cette reconnaissance-là, au vu de tout ce qu'on perd, c'est-à-dire la pénibilité pour un métier qui est pénible, puisque la définition de la pénibilité aussi est à revoir sans doute par nos politiciens. C'est vraiment un retour en arrière. On perd des acquis sociaux très importants. Oui. Juste un petit mot, effectivement, tu disais correspondance entre licence et catégorie A. C'était vrai pendant des années. Sauf à une exception qui a été récemment mise en place dans l'éducation nationale, justement, où aujourd'hui ça suffit pas, il faut aller jusqu'en master pour obtenir la catégorie. Donc vraiment deux secteurs, la santé, enfin le secteur public de la santé et l'éducation nationale, où les fonctionnaires sont particulièrement maltraités, c'est de manière flagrante. D'accord, donc des salaires très bas, des conditions de travail très dures. Est-ce qu'on a une idée de la proportion, ce qu'on appellerait dans le privé le turnover, de la proportion justement d'infirmières qui ne tiennent pas, qui quittent la carrière au bout de... avant la fin. Il y a un chiffre qui circule, en tout cas sur la durée de vie d'une infirmière à l'hôpital public, c'est 7 années a priori. C'est-à-dire que les conditions de travail de l'hôpital public deviennent tellement difficiles que l'infirmière quitte son poste, soit par démission, soit par mise en disponibilité. Il y a une fuite massive de l'hôpital public, donc pour aller, c'est vrai par défaut, on l'abordait tout à l'heure, vers le libéral notamment, dans l'intérim aussi, dans le privé. Mais il y a aussi beaucoup d'infirmières qui ont leur diplôme et qui n'exercent plus, donc qui soit se reconvertissent, qui reprennent une formation universitaire ou autre, qui s'arrêtent de travailler.
Donc ces chiffres-là, on les a pas complètement parce qu'en plus l'inscription auprès de l'ARS est pas juste partout. Donc c'est un chiffrage qui est très difficile à déterminer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le turnover dans les services, notamment en Île-de-France, est extrêmement important. Ce qui fait qu'il y a peu d'infirmières avec de l'expérience qui restent dans les services. Donc là, ce turnover serait entre autres un symptôme du mal-être qu'il y aurait à être infirmière. C'est certain, c'est évident. Il y a aujourd'hui en Île-de-France la possibilité d'avoir du travail, ce qui n'est pas le cas dans d'autres régions. Justement, avec la mise en place de la réforme, est apparu un chômage infirmier dans l'ouest de la France notamment et dans le sud. Donc il y a des infirmières qui sont inscrites à Pôle emploi depuis 2-3 ans. Et ces infirmières-là enchaînent les CDD notamment. Il y a des ESI, des étudiants en soins infirmiers qui sortent diplômés, qui n'ont pas de travail et qui mettent 6-8 mois à faire des petites missions en intérim et qui réellement ne trouvent pas de travail. En Bretagne notamment, en Loire-Atlantique, ça devient vraiment des conditions précaires d'exercice de notre profession. Pas en Île-de-France. En Île-de-France, on manque encore d'infirmières. Les postes, en fait, il y a des postes vacants, mais comme tout est gelé, les soignants sont pas recrutés. Donc on laisse aussi des services avec des postes ouverts sans recruter d'infirmières. Donc si on pouvait reprendre un peu si vous pouvez reprendre vos revendications, oui, non. Mais si on pouvait reprendre déjà les revendications du collectif, ni bonne, ni nonne, ni pigeonne. Voir un peu vos principales revendications. Alors les principales revendications, justement en rapport avec cette réforme, c'est évidemment la remise en place de la pénibilité de la profession infirmière, donc un retour à la catégorie active et non sédentaire, la possibilité de départ en retraite à 55 ans, voilà, tout à fait. La reconnaissance du burn-out en maladie professionnelle, puisque ça existe quand même. Oui, c'est une réalité. Il y a un suicide aussi parmi les soignants, qui est pas bien répertorié, mais qui est... Et pas médiatisé. Pas médiatisé surtout, mais ça c'est sûr que ça fait peur, des soignants qui se suicident et qui vont mal, donc il n'y a certainement pas intérêt à le médiatiser. Donc c'est la reconnaissance c'est valable pour d'autres secteurs de profession, mais la reconnaissance du burn-out en maladie professionnelle, l'instauration d'un ratio patient-soignant qui existe aujourd'hui en dialyse, en réanimation, mais qui n'existe pas dans les services de médecine et de chirurgie, c'est-à-dire un nombre de patients déterminé par infirmière, parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec des infirmières, c'est monnaie courante d'être dans un service de chirurgie et de se retrouver un matin toute seule avec 20 patients à gérer. Parlons des établissements pour personnes âgées dépendantes où on se retrouve aussi avec une infirmière pour 80 à 100 résidents et des infirmières qui sont même absentes la nuit, et c'est une aide-soignante qui va devoir gérer ces 100 résidents avec un agent. C'est pour ça que vous... Surtout qu'il y a un vieillissement de la population. C'est pour ça qu'on demande une réflexion réaliste sur le vieillissement de la population, et l'augmentation des pathologies chroniques afin de faire face aux enjeux de santé publique. Oui, parce que on se rend compte que d'ici 2014, un quart de la population française sera des vieux. Et moi, je vois, il y a énormément de jeunes qui actuellement sont en formation pour l'aide à la personne, soins infirmiers, etc. Et on leur dit, allez-y, là vous aurez du boulot, c'est sûr, etc. Mais d'après ce que vous me dites, les infirmières, tout le monde s'en va, quoi. Alors, d'un côté, on dit, allez-y, venez, engagez-vous pour subir une formation de ce type. Et puis de l'autre côté, vous nous dites que finalement, il y a quoi? Il y a des quotas, il y a comme en médecine, on ne va recruter que tant d'infirmières et puis c'est tout, quoi. À partir de là, on va volontairement vers la misère puisqu'on veut pas les payer, c'est ça? Il y a le secteur florissant d'aide à la personne, effectivement, oui. Qui développe donc des diplômes. Mais l'aide à la personne, le nom l'indique, c'est l'aide à la vie quotidienne. Donc en aucun cas, ça n'est un soin. Et c'est vrai que
les aides-soignantes qui ont un travail bien spécifique d'aide à l'hygiène et au bien-être et au confort du patient. Il y a beaucoup aussi de leurs postes qui sont pris, notamment à domicile, par des auxiliaires de vie. Donc là, les revendications, elles portent aussi beaucoup sur les aides-soignantes qui ont un statut véritable à prendre, puisque aujourd'hui, en fait, tous nos soins sont délégués à l'aide-soignante. Elle n'a pas de statut propre. Donc les aides-soignantes qui sont dans le collectif sont là aussi pour défendre leur expertise. Et voilà, donc c'est aussi ça qu'on défend dans le collectif, c'est que l'aide-soignante est une vraie place pour l'accompagnement des patients. Et pour la mise en place aussi, effectivement, en ville, de soins qui leur appartiennent à elles et qui sont aujourd'hui effectués par des auxiliaires de vie. Donc c'est de l'argent qui n'est plus c'est plus du soin, c'est-à-dire que c'est le patient qui doit payer, puisque c'est pas un acte qui est remboursé par la sécurité sociale. Donc à moins de pouvoir bénéficier de l'allocation perte d'autonomie par le Conseil général quand on est dans un état de dépendance assez avancé, toutes ces aides ne peuvent être acquises que par des gens qui ont les moyens. Donc il y a toute une partie de la population vieillissante qui est écartée de cet accompagnement, et on revendique aussi une mise à plat de notre nomenclature, nous, en ville, puisque elle est obsolète. Nous, tous les soins qu'on effectue quotidiennement n'apparaissent pas forcément dans cette nomenclature, donc ne sont pas rémunérés. Donc la prise en charge globale du patient, elle est niée. Et c'est un véritable problème pour justement cette population vieillissante et pour le maintien à domicile, puisque on se retrouve, nous, en plus, il y a une inégalité en fonction des territoires, c'est-à-dire que les démarches de soins infirmiers ne sont pas forcément acceptées d'un département à l'autre. Elles sont soumises à prescription médicale, alors que c'est notre rôle propre d'établir une démarche de soins infirmiers. Donc les démarches de soins infirmiers, c'est tout ce qui est accompagnement des besoins du patient et la détérioration de ses besoins. Et donc, il y a beaucoup de personnes âgées aujourd'hui à domicile qui n'ont pas accès aux soins infirmiers tels qu'ils sont définis actuellement dans notre convention, et voilà, et donc c'est des gens qui ont cotisé toute leur vie à la sécurité sociale. J'ai avec moi un infirmier de l'Hôtel Dieu. Bonjour, Guillaume Gandouin, je suis infirmier aux urgences de l'Hôtel Dieu. Alors, comment te rejoins-tu dans ce discours-là de ni bonne, ni pigeonne, ni conne, ni bonne. Alors non. Ni bonne, on va y arriver. Ni bonne, ni nonne, ni pigeonne. C'est vrai qu'il y a des revendications qui sont propres à notre métier, sur lesquelles le collectif travaille. Maintenant, il y a aussi un vrai problème sur la prise en charge du patient et les moyens qu'on met sur la prise en charge de ce patient. Je pense qu'on pourrait tolérer beaucoup de choses si on remettait le patient au centre un peu de nos préoccupations, plus que les préoccupations de certaines personnes qui dirigent aujourd'hui la santé. On se retrouve avec des services où il y a des recrutements de très jeunes infirmières, sauf que on a un turnover qui est tellement important qu'on n'a plus d'ancienneté, on n'a plus la capacité à former ces jeunes qui arrivent sur le terrain, puisque les infirmières partent. On parlait du départ pour le libéral, malheureusement aujourd'hui, moi j'ai des collègues qui partent faire du libéral pour des raisons qui ne sont pas une vraie envie de faire du libéral, mais plus une fuite. Et quand on leur demande pourquoi vous partez faire du libéral, c'est je veux quitter le système hospitalier parce qu'on est écrasé par l'administration, on est écrasé par notre hiérarchie et on n'a plus de possibilité de soigner correctement. Et en même temps, on a aussi un problème de rémunération qui est que vous passez d'une rémunération de 1400, 1500, 1600 euros à vous multiplier par 3, 4 la multiplication. Non, quand même, non. Ça dépend. Oui, alors dépend. il y a Après, voilà, parce que plus vous travaillez, plus vous gagnez. Aujourd'hui à l'hôpital, plus vous travaillez, vous avez exactement la même chose à la fin du mois. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaye aussi un peu de pouvoir défendre, et surtout remettre le patient à la priorité tous les jours, parce qu'on se rend compte que c'est plus ce qui est fait tous les jours. On a aujourd'hui un gros problème sur la santé. Ça fait des années qu'on avait un ministre de la Santé. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que notre gouvernement ne nous a pas donné de ministre délégué à la santé. On a Marisol Touraine qui chapeaute tout ça, mais on n'a pas de vrai interlocuteur concernant la santé.
Quel est son rôle à Marisol Touraine? C'est pas mieux. On se pose tous la question, je pense. Oui, on ne sait pas bien. Si, elle fait des grandes mesures, hein, le pacte de confiance de l'hôpital. Alors ça, je peux vous dire qu'en tout cas, nous, le pacte de confiance, il n'existe plus avec nos représentants gouvernementaux, ça c'est clair. Elle a annoncé les gestionnaires de lits d'aval sur les urgences, qui est notre grand problème au quotidien sur les urgences, puisqu'on doit trouver les lits pour hospitaliser nos patients. Sauf qu'on a une grande contradiction, c'est qu'on ferme des lits, et en même temps, on crée des gens pour trouver des lits. Donc, ils vont se retrouver à appeler des numéros où on ne va pas répondre. On aura toujours, de toute façon, le même problème de savoir où est-ce qu'on doit mettre nos patients, où est-ce qu'on peut les hospitaliser. Et c'est le souci qu'on rencontre au quotidien. Donc, quand elle nous dit que oui, c'est embêtant de voir des gens sur des brancards attendre des heures pour pouvoir être hospitalisés, il ne faut pas fermer les lits, Mme Touraine. Oui, alors effectivement, on a une Touraine qui propose dans 150 hôpitaux la création de services gestionnaires de lits d'aval, et elle se garde bien de répondre quand on lui demande est-ce que ces services conduiront à des créations de postes. Donc pas de création de postes, mais effectivement des redéploiements, et cette absurdité profonde que pour gérer les lits, il faudrait fermer d'autres lits. En fait, pour pouvoir gérer des lits, il faut des lits. Voilà, ça c'est la base. C'est la base quand même. C'est la base, c'est ce qu'on réclame depuis des années. Après qu'il y ait une réorganisation de cette structuration des lits, qu'on arrête l'hyper-spécialisation des services, qu'on s'oriente plus vers une médecine générale offerte aux patients, avec une possibilité d'avoir un lit pour ce patient et une prise en charge qui puisse être pluridisciplinaire dans un même service, ça peut être aussi quelque chose à réfléchir. Le problème de cette gestion de lit, c'est que de toute façon, elle parle des 150 hôpitaux. Moi, je suis de l'Hôtel Dieu, je suis pas sûr qu'on en ait le droit, puisqu'on aura bientôt plus de lits, puisqu'on aura que des malades debout. Dixit Monsieur Le Guen. Donc après, je sais pas où est-ce qu'elle va aller les mettre. Surtout encore, à mon avis, sur ces hyperstructures qui déshumanise le soin, et on voit que toutes ces hyperstructures qui sont créées ne fonctionnent pas. Prenez Pompidou, c'est l'horreur. Vous êtes dans des surfaces qui sont immenses, avec des patients qui sont lâchés là-dedans, où on ne sait plus trop où aller. Maintenant, le patient qui a un problème pulmonaire, une pneumopathie, une infection, qui a besoin d'être hospitalisé, ce patient-là qui est tout simple, qui a juste besoin d'avoir une semaine de traitement remis sur pied, on ne sait pas où le mettre. Alors si les malades sont debout, on pourra peut-être remplacer les lits par des placards. Et s'ils sont quand même pas si bien que ça, on leur fournira peut-être des chaises. Les chaises, oui. Après, on mettra une chaise pour 2 patients. Le souci, c'est que on oublie que le soin, c'est quand même une vraie spécialité, que le patient, quand il a un symptôme, il sait pas forcément ce qu'il a. Et que ça reste quand même de l'ordre du diagnostic médical, et le patient doit refaire confiance à ses soignants, et c'est pas avec les restructurations qui sont en train d'être faites qu'on va arriver à recréer ce vrai pacte de confiance. Oui, donc en fait, l'AMUF, l'association des médecins urgentistes, parle à propos de cette dernière annonce de Marisol Touraine de gadget. Peut-être le docteur Prudhomme peut expliquer un peu cette idée de gadget ? Oui, donc on est très critique par rapport aux propositions qui sont faites actuellement par notre cher ministre et par les structures qui nous gèrent, qui s'appellent les agences régionales de santé, c'est-à-dire les préfectures sanitaires, parce que on pensait qu'avec le changement de gouvernement, nous aurions des interlocuteurs qui permettraient de discuter d'un certain nombre de changements d'orientation. Or, il s'avère que rien n'a changé en termes de stratégie globale, c'est-à-dire que l'objectif est toujours d'équilibrer les comptes de la sécurité sociale, et donc on est dans une logique aujourd'hui d'atrophie de l'hôpital public. Avec des suppressions massives d'emplois. Il faut savoir que 20 000 emplois. Les gens ne se préoccupent pas tellement de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. On en parle de loi de finances de la sécurité sociale. Alors ça, on en parle un petit peu dans les médias, mais ça reste quelque chose de très flou, et on voit pas très bien la traduction sur le terrain. La traduction sur le terrain pour cette année, et c'est la Fédération hospitalière de France, donc c'est-à-dire c'est l'organisation officielle qui structure et qui est représentative des hôpitaux, qui dit clairement, cette année, avec la loi de finances de la sécurité sociale. Donc il faut savoir que les députés de la majorité, cette année, ont voté 20 000 suppressions d'emplois dans l'hôpital public,
et 20 000 suppressions d'emplois dans le secteur qu'on appelle médico-social. C'est-à-dire que là où théoriquement on a des besoins qui augmentent, c'est-à-dire c'est les secteurs de prise en charge des personnes âgées et du handicap. Donc 40 000 suppressions d'emplois, c'est 10 fois Citroën Aulnay. Donc ça ne se voit pas, hein, c'est pas médiatisé. Pourquoi ? Parce que c'est diffus. Mais 20 000 suppressions d'emplois en moins dans les hôpitaux, c'est 8 à 10 000 lits en moins. Donc on peut mettre en place des gestionnaires de lits. On ne peut trouver que ce qui existe. Hein. Donc les gestionnaires de lits, ils pourront continuer à chercher des lits. Mais on est dans une situation où cette logique de la mise en place de gestionnaires de lits, c'est la logique qui a été instaurée ces 10 dernières années par les libéraux qui ont transformé l'hôpital, qui veulent transformer l'hôpital. Mais la logique des différentes lois, c'est ça. C'est l'hôpital est une entreprise qui doit produire des soins. Et cette logique d'entreprise, on la retrouve avec ces fameux gestionnaires de lits, ces fameux bed managers. Qu'on mette en place des bed managers dans l'industrie hôtelière. Oui, puisque le but de l'industrie hôtelière, c'est de pouvoir avoir un taux d'occupation de 100% de ses chambres, 365 jours par an. La logique de l'hôpital, elle n'est pas celle-là. Pour nous deux qui travaillons aux urgences, on sait très bien que quand on dépasse 85% de taux d'occupation des lits dans un hôpital, ça dysfonctionne. Parce que l'activité n'est pas programmable. L'activité des urgences, elle peut varier du simple au double, du simple au triple, d'un jour à l'autre. Donc il faut que l'hôpital, il faut qu'on accepte à l'hôpital. Il faut que les gens qui nous gouvernent acceptent qu'à l'hôpital, les infirmiers, les médecins, à certains moments de la journée, puissent s'asseoir, prendre le café, discuter. Parce qu'après, il va y avoir le coup de feu, et ils vont être à fond pendant plusieurs heures. Il faut accepter qu'il y ait des lits libres à l'hôpital. Parce que, ce lit libre, le lendemain, il va être occupé. Hein. Et si on n'a pas ce volume de lits disponibles, on aboutit à une aberration. C'est-à-dire qu'il y a une pression pour faire sortir les malades trop précocement de l'hôpital. Et on appelle ça, nous, aux urgences, les patients boomerang. Ils sortent trop précocement de l'hôpital. On les renvoie chez eux sans savoir si, effectivement, il y a des infirmières libérales qui sont disponibles. On les fait sortir le vendredi soir. Et on ne s'occupe pas avec des soins. Il y aura besoin d'une infirmière pour le week-end, et on ne s'occupe pas de savoir s'il y a une infirmière qui sera disponible pour faire les soins pendant le week-end. Donc on a le patient qui revient avec la famille qui est très en colère, parce que ce sont souvent des personnes âgées, le samedi soir ou le dimanche matin, parce que c'était impossible de s'organiser à la maison. Donc c'est scandaleux, c'est-à-dire qu'on est dans une logique qui est une logique strictement industrielle de fonctionnement de l'hôpital, et qui méprise les patients, qui méprise les soignants, et qui aboutit à des situations dramatiques. Parce que tout à l'heure, vous parliez de chaises. Moi, je vais être un petit peu plus violent. Pour certains patients, c'est le cercueil. Il faut être clair. Parce que quand on renvoie des gens à la maison sans soins, eh bien, il y en a certains qui reviennent. Ils reviennent pour mourir à l'hôpital, alors que normalement, s'ils étaient restés à l'hôpital, peut-être qu'ils seraient morts, mais peut-être qu'ils ne seraient pas morts aussi. Et donc, il faut savoir que les gens et les députés de la majorité qui ont voté cette loi de finances cette année, eh bien, ils ont voté des suppressions d'emplois, ils ont voté des fermetures de lits, et ils ont voté pour qu'il y ait des patients qui ne soient pas pris en charge correctement. Hein. Donc on appelle ça, nous, pudiquement, dans le domaine des professionnels, une perte de chance pour les patients. Mais une perte de chance quand c'est votre mère ou votre père qui se retrouve dans le cercueil, c'est quand même, on a des raisons d'être en colère. L'euphémisme ne passe contre les gens qui prennent ces décisions, qui ont des traductions concrètes pour les patients et pour les soignants. Et puis on a aussi un syndrome un peu qui est égal à l'hôpital. Enfin, c'est qu'on n'ose pas encore dire que ça va pas. Donc c'est vrai que la population sent bien qu'il y a des choses qui vont pas à l'hôpital. Vous prenez les urgences, le premier urgence, c'est que c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça fonctionne, les gens viennent, ils sont vus, on leur dit oui, c'est difficile, et en plus on n'ose même pas se plaindre. On a une difficulté à l'hôpital de sortir et de dire ça va pas, on en a marre, on travaille dans des conditions, excusez-moi, de merde, qui mettent en difficulté les patients. Moi, ce que je vous disais, je me bats pas pour mon poste. Voilà, je me bats pas pour mon poste, je me bats pour que mes patients ils puissent être correctement pris en charge, pour qu'on puisse, moi j'en ai aujourd'hui marre que mes médecins passent des heures au téléphone pour essayer de trouver des lits, pour essayer d'envoyer des patients se faire opérer dans tel ou tel service, et pendant ce temps-là, du coup on peut plus prendre en charge correctement les patients. Quand en orthopédie, vous avez des patients qui viennent avec des fractures, ces patients, ils sont reçus à l'hôpital public et on est obligé de les transférer dans le privé pour aller se faire opérer parce que le public aujourd'hui est plus en capacité de prendre en charge ces patients. Je trouve juste que c'est inacceptable que le public, en fermant des lits, en supprimant la possibilité d'offre de soins, en vienne du coup à fournir l'outil de travail du privé. Voilà, on leur fournit et là, la ces carte patients. vitale suffit pas. Parce que quand vous arrivez dans le privé, tout le bilan
a été fait à l'hôpital public. Oui. C'est-à-dire que c'est une ambulance des pompiers qui souvent a amené donc le service public, qui a amené la personne, on va prendre la personne qui chute, fracture du col du fémur. Une personne âgée qui a une fracture du col du fémur. Donc elle arrive à l'hôpital public, on va faire son bilan, on va la soulager de sa douleur, mais on dit on n'a pas de place pour vous hospitaliser et pour vous opérer. Donc on la transfère dans une clinique privée à but lucratif, où là, on la met dans un lit le lendemain matin. Vous savez, c'est comme au souk. Vous avez le chirurgien et l'anesthésiste qui viennent et qui disent « Ah, Madame Michu, mais vous avez quoi comme mutuelle et combien ils prennent de dépassement ?» Et là, effectivement, On négocie. on négocie le prix, le dépassement. Il ne suffit pas de la carte vitale là, pour être soigné, il faut la carte vitale et la carte bleue. C'est scandaleux. C'est un scandale. Vous savez, les plaintes qu'on a aujourd'hui aux urgences, c'est ça. C'est des gens qui sont venus à l'hôpital public, qu'on a transférés dans le privé, et dans le privé, ils ont été confrontés au dépassement d'honoraires. Voilà. Donc on est dans un système aujourd'hui, vous savez, on n'en est pas encore au stade de l'excellent film de Michael Moore, Sicko, mais on y va, c'est-à-dire qu'on est en train d'atrophier l'hôpital public, comme on est les bons chrétiens, on le gardera pour qu'il n'y ait pas de gens qui meurent dans la rue, mais pour les autres, il faudra se payer les soins, c'est-à-dire il faudra prendre une assurance, et en fonction du montant de votre assurance, vous aurez une qualité de soins qui sera variable. Si vous avez la carte AXA, la carte AXA, juste la carte qui sera la carte ivoire, là on vous proposera la cataracte, l'opération de la cataracte est une opération courante, on vous la proposera peut-être en Hongrie, y compris avec une semaine sur place. Par contre, si vous avez la carte Gold, on vous la proposera dans la super clinique, dans le 8e arrondissement, et dans un délai plus rapide. Mais c'est vers ça c'est très caricatural ce que je dis, mais c'est vers ça qu'on va si on ne met pas un coup d'arrêt aujourd'hui à cette logique qui est en train de détruire à la fois l'hôpital public, mais notre système de santé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nos collègues qui travaillent en libéral, elles ont de libéral que le nom. Elles sont salariées indirectes de la sécurité sociale. Et elles sont mal payées par la sécurité sociale. Parce que cette rémunération à l'acte, là, elle est inflationniste. Elle fait qu'elles sont obligées de multiplier les actes pour maintenir leur niveau de rémunération, alors qu'elles souhaiteraient travailler différemment, avoir du temps pour prendre en charge correctement les patients, les écouter, leur expliquer comment aussi participer à leur prise en charge. C'est ça l'évolution que l'on souhaite tous les soignants aujourd'hui. Et que réclament aussi les patients. Les patients sont très insatisfaits de la manière dont on les traite, tant à l'hôpital qu'en ville, avec le système libéral tel qu'il dysfonctionne à l'heure actuelle. On a un problème aussi, c'est qu'à l'hôpital, on ne sait plus faire, entre guillemets, ce qui rapporte. On parlait de l'orthopédie, mais on a aussi un problème, c'est que toute la petite chirurgie de base, qui va être l'ongle incarné, le panari, la petite infection, qui nécessite un petit coup de bistouri, ça prend 10 minutes, on ne le fait plus à l'hôpital public. Donc ça, c'est le régal de toutes les cliniques privées, puisque le chirurgien orthopédique, le matin, il fait ses grosses opérations, ce qui est sa spécialité, et puis l'après-midi, il a compris que pour sa clinique privée, elle tourne, il faut du chiffre, il faut du rendement, c'est de l'ambulatoire. Et l'après-midi, après avoir fait toutes ses prothèses de hanche le matin, il fait du panari, il enlève du grain de beauté, et ça rapporte. Nous, aujourd'hui, on n'est plus en capacité de le faire. On a hyper spécialisé l'hôpital public, et on n'est plus en capacité de prendre en charge le tout venant. Voilà. Et alors que le tout venant, si on fait de l'ambulatoire, de la chirurgie ambulatoire, on est capable de le prendre en charge, ça coûte pas cher en termes de prise en charge du patient, ça rapporte. Et ça permet du coup de faire tourner aussi ce système public et d'aller vers une rentabilité. Les directeurs hospitaliers, quand vous avez Mireille Faugère qui est nommée, Mireille Faugère nommée à la PHP, elle n'est pas nommée pour soigner. Elle est nommée pour rentrer des comptes, pour rendre des comptes et surtout pour faire en sorte que à la fin, ces chiffres soient corrects. Il faut dire d'où elle vient. Elle vient de la SNCF. Elle vient de la SNCF. Elle s'occupait de la gestion des TGV à la SNCF. Et avant, on a eu un vrai directeur du PELAT entre-temps, mais on avait une autre directrice générale qui venait du privé, qui venait chez Danone. Voilà, et qui a fait valider un plan à l'assistance publique de fermeture de 800 lits de long séjour. C'est des lits pour personnes âgées dépendantes. Elle est partie dans un groupe privé qui s'appelle le groupe Corian, avec une rémunération de 350 000 € annuels. Et donc ce groupe Corian s'est spécialisé dans les lits pour personnes âgées, ce qu'on appelle les EHPAD, qui sont démédicalisés. Alors on avait ces soins, ces soins de longue durée à l'hôpital où c'était très médicalisé, on prenait en charge les patients les plus dépendants. Aujourd'hui, on ferme ces lits à l'assistance publique
les patients n'ont plus le choix que d'aller dans ces EHPAD qui sont sous-médicalisés. Quand il y a le moindre problème, on appelle une ambulance, on appelle le SAMU pour évacuer les gens sur les urgences où ils n'ont rien à faire. Ils devraient rester dans leur structure avec du personnel insuffisant. Mais qu'est-ce que vous voulez dans ces structures? Avoir une infirmière la nuit, ça coûte trop cher d'accueillir que des aides-soignantes. Et les aides-soignantes, elles sont perdues et elles appellent désespérées. Hein. C'est-à-dire que même quand on essaye de leur expliquer qu'on peut peut-être attendre le lendemain matin, ils disent oui, mais j'ai pas l'infirmière. L'infirmière était là que jusqu'à 18-20 heures. J'ai plus l'infirmière jusqu'à demain matin, donc la personne, je peux pas la laisser comme ça. Il y a une prise de responsabilité donc, en plus. Là, par contre, ces structures comme Corian, Médica France sont des structures qui aujourd'hui ont un chiffre d'affaires qui augmente de 10 à 15% par an et qui ont un retour sur investissement de 25%. C'est-à-dire que quand les gens payent 1 000 €, il y a 250 € de bénéfices qui vont dans la poche de ces marchands. Ils s'appellent eux-mêmes comme ça. C'est des marchands d'or gris. C'est un gros business. C'est de l'or gris. Et alors, ils viennent nous démarcher. Moi, je suis médecin. Ils viennent me démarcher parce que, comme je suis inquiet pour ma retraite et que je gagne bien ma vie, je vais pouvoir investir éventuellement. Eh bien, ils nous proposent d'investir, d'acheter des chambres dans les EHPAD, qui est une niche fiscale. C'est défiscalisé. Donc, ça coûte à l'État. Et cette chambre, elle sera sans problème, puisqu'elle sera occupée à 100%. Et donc, eux, ils vont se faire un bénéfice monstrueux sur le fonctionnement, en ponctionnant les familles, parce qu'il faut savoir que le coût pour les familles est très important. Hein, c'est entre 2005 et 3 000 € en moyenne. Or, quand on sait que les retraites en moyenne sont à 1 500 €, donc ça veut dire qu'il y a une obligation alimentaire pour les familles de 1 500 €. Hein, parce que tout le monde n'est pas à l'aide sociale départementale. Donc aujourd'hui, c'est un gros business, c'est-à-dire que la prise en charge de la personne âgée dépendante, qui était une prise en charge hospitalière dans ces services qu'on appelait de soins de longue durée, a été complètement basculée dans le secteur marchand. Et ce qu'on veut faire, c'est, on l'a fait pour les personnes âgées, eh bien on veut le faire pour la partie de la médecine que l'on peut rentabiliser, ce qui est toute la chirurgie ambulatoire, hein, les soins courants, qui peuvent être rentables. Ce qui coûte cher à l'hôpital public, c'est de faire fonctionner la structure 24 heures sur 24, 365 jours par an. Quand vous êtes dans une clinique qui à 18 heures ferme son activité classique, hein, qui est plus qu'une structure d'hébergement avec une infirmière pour 3 étages et puis 2 aides-soignantes, c'est facile. C'est facile à rentabiliser. Par contre, à l'hôpital, effectivement, on est là, la nuit, dans les services d'urgence, dans les réanimations, dans les services très aigus, ça coûte. Et on lui dit, ah mais vous coûtez beaucoup trop cher, regardez, comme le privé, et d'ailleurs, la Fédération de l'hospitalisation privée fait de la publicité dans la presse pour dire mais envoyez-nous les patients, on coûte beaucoup moins cher que l'hôpital public. Vous vous rendez compte, l'hôpital public, c'est fonctionnaires qui foutent rien, qui sont aux 35 heures, qui sont trop payés, c'est un scandale, envoyez-nous les patients. Mais c'est se foutre de notre gueule. Oui, ce qu'ils ne disent pas, c'est vraiment le caractère sous-médicalisé de leur structure. Oui, puis c'est l'effet délétère de la T2A, hein, de la tarification à l'activité, qui a mis en concurrence le privé et le public et qui a fait que le patient est sacrifié, c'est-à-dire au profit du marché financier. Ces grands groupes privés, ils sont cotés en bourse depuis 2010. Donc aujourd'hui, voilà, c'est plus l'économie au service de l'humain. C'est l'humain qui est au service de l'économie et c'est absolument scandaleux parce qu'on sacrifie l'humain pour enrichir ces groupes et que surtout les médecins, les paramédicaux, les soignants, ce sont eux les experts de leur profession et qu'aujourd'hui ces professions sont pensées par des gestionnaires qui ne tiennent absolument pas compte des besoins humains. Voilà. La Fédération de l'hospitalisation privée a adhéré au MEDEF. Voilà, en 2010. Je ne sais pas que c'est coté en bourse depuis bien longtemps. Mais par contre, en 2010, ils ont franchi le pas. Ils ont tombé le masque. Ils ont adhéré au MEDEF. Voilà, donc c'est une industrie avec une très forte rentabilité et c'est un marché complètement captif. S'il n'y avait pas la sécurité sociale pour payer... C'est l'argent public qui finance tout ça. C'est de l'argent public. D'un côté, vous avez la sécurité sociale qui a soi-disant un déficit et de l'autre côté, vous avez des groupes dont l'essentiel des revenus proviennent de la sécurité sociale et qui se permettent de verser des dividendes à leurs actionnaires ou de jouer au grand casino mondial. Vous savez, ces groupes-là, aujourd'hui, ils sont en train de racheter
des structures en Italie, en Allemagne, parce que c'est l'Europe. Hein. Donc c'est des groupes qui sont en train de grossir et qui vont se retrouver très rapidement en situation de monopole, financés par de l'argent public. Aujourd'hui, à l'hôpital, ça devient quand même insupportable d'avoir des gestionnaires administratifs qui nous expliquent comment on doit soigner. C'est eux qui organisent tout le système de soins, où le patient n'est plus du tout au centre de la prise en charge, parce qu'un malade, il faut se rendre compte que ça coûte cher. Ça rapporte pas un malade, ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Le meilleur moyen de faire des économies, c'est de réduire l'offre de soins. Vous réduisez le nombre de lits, vous réduisez l'offre de soins, vous réduisez du coup le nombre de malades, vous réduisez les coûts. On lui demande pas de soigner, on lui demande de réduire les coûts. On lui demande à la fin de l'année d'avoir un bilan qui soit à peu près correct. Ça, Mireille Faugère, elle l'a bien compris, elle ferme ses lits, elle réduit l'activité de part du tout venant. On hyper spécialise parce que quand même on veut que l'hôpital public reste un peu le phare de l'hyper spécialisation, mais on n'arrive plus à gérer le tout venant, l'infection pulmonaire qui doit être traitée à l'hôpital, la pyélonéphrite qui est un peu compliquée, voilà, on n'arrive plus, on sait plus où les mettre. Par contre, demain on vous propose le changement de la valve cardiaque, ça y a pas de souci, on vous trouvera des lits parce qu'en plus ça amuse tout le monde d'ouvrir un thorax et de changer une valve cardiaque. Par contre, vous ouvrir votre panarie, ça fait un peu moins rêver, donc on vous envoie dans le privé. Eux, ils ont compris, c'est rentable, ça va vite. Et nous, derrière, on se retrouve à avoir plus de place pour hospitaliser nos malades, on n'a plus de personnel, ils veulent plus rester, les médecins fuient, et quelque part, ils ont bien raison, parce que quand on voit les conditions de travail à l'hôpital et les rémunérations qu'ils ont comparées à ce qu'ils peuvent avoir dans le privé, ils ont bien raison. Quand on voit les anesthésistes à l'hôpital, ce qu'ils gagnent et ce qu'ils peuvent gagner dans le privé, c'est quand même ahurissant la différence de salaire. Donc les gens partent et on est encore quelques-uns à essayer de résister et sauver l'hôpital public parce qu'on a une vraie mission et qu'il y a encore des gens qui n'ont pas les moyens d'aller dans le privé et qui viennent chez nous parce que c'est encore... Vous savez, en France, il y a 2 structures qui sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où il y a de la lumière. C'est le commissariat de police et l'hôpital. Voilà. Donc les gens, ils ont le choix. Alors soit ils vont au commissariat, soit ils vont à la police, et soit ils vont à l'hôpital. Et voilà, aujourd'hui l'hôpital, nous on est ouvert constamment, on accueille tout le monde, on fait pas de distinction. Vous avez votre carte vitale, vous l'avez pas, c'est pas grave, vous venez et puis une fois qu'on vous aura soigné, qu'on aura posé le diagnostic, on verra après. Parce que c'est pas notre priorité en fait la rentabilité, et c'est ce qu'on est en train un peu de nous imposer. On nous demande d'être de plus en plus rentable. C'est l'efficience, ce mot magnifique. C'est faire plus avec moins. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de subir, c'est nous demander de prendre en charge le plus de patients possible avec le moins de moyens possible. C'est-à-dire que la santé aujourd'hui par les politiques, en fait, elle est uniquement vue comme une dépense. Et d'ailleurs, les politiques de santé sont menées dans ces axes-là, alors que la santé est un facteur de production pour être en bonne santé. Enfin, il faut être en bonne santé pour travailler. Donc, si on remet les choses à l'endroit, on pourra aboutir à quelque chose. Là, le problème, il est vu à l'envers. Donc, on se dirige depuis 10 ans vers justement la rentabilité maximale et au détriment de la santé des gens. Et aujourd'hui, des études sont menées, mais on remet même en cause le fait d'être en bonne santé suffisamment longtemps. L'âge s'accroît, mais il y a aujourd'hui justement une inégalité d'accès aux soins. Il y a des gens qui renoncent à se soigner justement parce qu'il y a aussi tout un tas de franchises qui ont été mises en œuvre. Il y a aussi tout un tas de gens qui n'ont pas accès à une mutuelle, et avec ce système-là, on va vers un retour en arrière par rapport aux progrès qui ont déjà été menés. J'en profite pour annoncer l'initiative qui a été prise par le collectif Notre Santé en Danger, la coordination des hôpitaux et des maternités de proximité et la CGT, en espérant que d'autres associations et organisations syndicales nous rejoignent. Donc il est prévu une grande manifestation nationale à Paris le samedi 15 juin pour dire clairement au gouvernement que l'on souhaite que notre système de santé publique ait les moyens de fonctionner correctement avec un système de financement solidaire par la sécurité sociale. C'est ce que demandent aujourd'hui les patients,
pour pouvoir avoir un accès aux soins égalitaire, hein, qui permettent que tout le monde soit soigné correctement, quel que soit son lieu de résidence sur le territoire et quels que soient ses moyens financiers. Et pour les professionnels, que les professionnels retrouvent le sens de leur travail, puissent avoir les moyens pour travailler correctement. C'est ce qui est aujourd'hui la principale revendication. La revendication aujourd'hui n'est pas autour des salaires. Bon, bien sûr, tout le monde aimerait gagner un petit peu plus, mais ce qui fait souffrir les soignants aujourd'hui, c'est quand ils terminent leur journée le soir, que ce soit à l'hôpital ou en ville, c'est que les gens ont l'impression de ne pas avoir bien travaillé. Et ça, c'est catastrophique. Alors, on veut pouvoir travailler différemment, et ça nécessite qu'on ait un autre mode de rémunération, un autre mode de financement qui nous permette de passer une demi-heure avec un patient si ce patient en a besoin. Et aujourd'hui, on sait très bien que c'est 5 minutes parce qu'il y a un autre patient qui attend derrière. On est dans un système productiviste et on perd le sens de notre travail et on est, nous, insatisfaits et les patients sont aussi insatisfaits. Et donc aujourd'hui, il faut que ce gouvernement comprenne que la santé, c'est une question politique essentielle et que poursuivre dans la lignée de ce qu'ont fait les libéraux à la sauce Sarkozy qui les ont précédés, c'est sûrement pas ce pourquoi les gens ont voté pour lui. Ont voté pour eux, hein, et pour lui, François Hollande. C'est une manif nationale à Paris. Le trajet n'est pas encore déterminé, mais c'est à Paris. Les gens commencent à s'organiser. Il y a des cars qui sont prévus, des trains. Et on souhaite vraiment qu'il y ait du monde dans la rue, qu'on nous entende. Il n'y a pas que les anti-mariages pour tous qui sont mécontents aujourd'hui. Il y a le monde de la santé. Dans le monde de la santé, c'est tous les assurés sociaux qui doivent s'exprimer avec les professionnels pour dire on veut une autre politique de santé aujourd'hui en France. Je pense que le changement qui avait été promis, là, le changement c'est maintenant. On se rend bien compte qu'en termes de santé, on n'y est pas du tout et on est quand même suffisamment nombreux pour se faire entendre, et quand on va décider de vraiment se faire entendre, derrière il y aura aussi les patients, il y aura les soignants, il y aura toute une mobilisation qui se fera et on va demander à ce que le changement soit vraiment maintenant. On peut peut-être aussi envoyer de jolis messages à Madame Marisol Touraine, parce que tous ces gens-là, ils ont des sites et puis des adresses e-mail, et puis on peut leur polluer un petit peu la vie en avant-goût, parce que il y a des choses qui sont vraiment intolérables. C'est difficile de polluer les pollueurs. Ouais. En fait. Oui, nous l'avons fait. Vous l'avez. Fait absolument. Et oui. il n'y a eu aucun Ils ne retour, répondent alors qu'elle a bien dû recevoir 10 000 lettres. Oui, donc la solution, elle est claire. Il faut qu'il y ait beaucoup de monde dans la rue le samedi 15 juin. Je crois qu'effectivement, tout le monde est concerné. Il ne peut pas y avoir de motif plus large de descendre dans la rue. La santé, tout le monde a besoin, à un moment ou un autre, hélas, de passer à l'hôpital. Oui, sur les courriers, effectivement, moi je me souviens, j'avais envoyé, c'était pour autre chose, des courriers à l'époque pour Sarkozy. Sarkozy répondait par la négative, mais au moins il avait la délicatesse de répondre. Alors que là, ce gouvernement socialo, il prend même pas la peine de répondre. Ni oui ni merde, il ne répond même pas. Donc on voit déjà la désinvolture de ce gouvernement qui vraiment n'en a rien à foutre de nous. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Oui, ça c'est sûr. Il n'y a peut-être pas d'écrivains, ils ne savent peut-être pas écrire, remarque. De toute façon, ils font partie des... Le changement a quand même été visible. C'est-à-dire qu'ils nous reçoivent, ils nous écoutent. Ils mettent en place des groupes de travail, des commissions. Mais nous, ça ne nous suffit pas. On souhaite réellement aujourd'hui rentrer dans la phase de négociation. On parlait tout à l'heure de l'arnaque sur la catégorie A, la catégorie B des infirmières. La pénibilité, on a des données aujourd'hui objectives. Vous savez que le cancer du sein est reconnu au Danemark comme maladie professionnelle pour toutes les femmes qui travaillent en horaire décalé, puisque les horaires décalés provoquent des troubles hormonaux qui favorisent la survenue du cancer du sein. Les infirmières sont toutes concernées. Oui. Sont toutes concernées. Et aujourd'hui, on a... la pénibilité des horaires décalés, elle est pour tout le monde. Mais là, je donnais cet exemple parce qu'il est tout à fait concret. Et d'avoir perdu le bénéfice de la pénibilité. Alors nous, on était prêts à se mettre autour de la table. C'est-à-dire que la pénibilité, on dit, il faut que ça soit valorisé. Alors, la valorisation, on a dit, on peut discuter du type de valorisation. Effectivement, c'est peut-être pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde à 55 ans. Mais on dit, on doit avoir des droits. On travaille pendant 10 ans de nuit. Eh bien, ces 10 ans de nuit, on les paiera
à la fin de notre carrière. Donc il faut qu'on accumule des droits pour une retraite plus précoce. Si on a travaillé 10 ans de nuit, si on travaille que 5 ans, on a moins de droits. Si on travaille 10 ans, on a plus de droits. Si on travaille 15 ans, on a plus de droits. Voilà, ça c'est la logique. Sauf que on a stigmatisé les régimes spéciaux. Hein, sauf que les régimes spéciaux, c'est 500 000 personnes. Si on discute réellement sur la base des critères de pénibilité reconnus médicalement, c'est 5 millions de personnes aujourd'hui en France qui sont concernées. Donc effectivement, ça risque de coûter de l'argent. Mais aujourd'hui, il faut savoir que 40% des aides-soignantes partent en retraite en invalidité. C'est-à-dire qu'elles sont plus capables de faire leur travail parce qu'on les a cassées. Voilà. Donc ça, il faut le prendre en compte. Alors est-ce qu'il vaut même pas mieux améliorer les conditions de travail plutôt que de payer les gens en invalidité en fin de carrière? Oui. Mais moi, ça me fait penser ce que tu me dis. D'abord, première chose, j'ai appris effectivement cet effet des horaires décalés, du travail de nuit sur la santé. Bon, des travailleurs en général et des femmes en particulier. C'est très intéressant parce que ça me fait penser à ce qui s'est passé en 2001, l'application d'une directive européenne sur le travail de nuit des femmes, non seulement dans l'hôpital, mais en particulier dans l'industrie. Il faut se souvenir que depuis 1892, la naissance de l'inspection du travail, le travail de nuit des femmes dans l'industrie était interdit. Grâce à l'Union européenne en 2001 et grâce notamment au Parti socialiste, et notamment à l'époque c'était Madame Guigou qui avait défendu cette idée au nom de la non-discrimination que subiraient les ouvrières face à cette interdiction du travail de nuit. En gros, on a dit, ben voilà, il faut que les ouvrières puissent augmenter leur salaire autant que les ouvriers en ayant la chance de pouvoir travailler la nuit. Et donc, c'était très mal, cette interdiction spécifiquement française, d'interdire aux ouvrières de travailler la nuit. Effectivement, bon, il y a maintenant un argument médical, c'est-à-dire que le travail de nuit des femmes dans l'industrie ne se justifiait absolument pas, et sûrement pas avec des arguments aussi cyniques que la discrimination subie par les femmes. Donc le problème va en fait au-delà des infirmières. Il est évidemment difficile pour les infirmières de ne pas travailler la nuit, mais en tout cas pour les ouvrières c'était évitable. L'argument en fait c'est l'argument du patronat, c'est-à-dire l'amortissement du capital. C'était ça l'essentiel de l'argumentation de cette directive européenne. Bon, mais évidemment quand on est socialiste et qu'on prétend œuvrer pour le bien-être des travailleurs, on ne pouvait pas dire la réalité des choses. Autrement, on a eu un auditeur, un appel intéressant d'un auditeur, un fidèle auditeur, qui était aide-soignant aussi. Alors, lui disait que, de source syndicale, le turnover chez les infirmiers, en tout cas pour la région parisienne, serait de 2-3 ans seulement et non pas 7 ans. Donc c'est encore bien pire que ce chiffre de 7 ans. 7 ans, c'était une moyenne nationale. Hein. Voilà. Donc apparemment, ce serait encore beaucoup plus dur en région parisienne pour les infirmiers. Il y avait aussi une question pour le docteur Prudhomme au niveau du plateau technique. Alors il voulait bien qu'on parle un petit peu des différences de plateau technique entre public et privé. Bon, sans entrer dans des détails trop abstraits, trop difficiles pour ne pas noyer les auditeurs, mais quand même donner les grandes lignes. Il soulignait, cet auditeur, que la PHP, c'est quand même entre 70 000 et 90 000 salariés, donc c'est le plus gros employeur de l'Île-de-France, donc c'est aussi un enjeu syndical, un enjeu d'emploi, un enjeu de politique économique. Et enfin, il insistait, et ça c'est quand même très important, sur le fait qu'effectivement, il y avait une lutte à mener contre les corporatismes, entre les intérêts particuliers des aides-soignants, des infirmiers, des médecins, des professeurs, et même peut-être des administratifs qui pourraient trouver que finalement ils ont tout ce monde a un intérêt commun. Et il y a une place à prendre par contre par les soignants parce que le corporatisme effectivement il existe, mais il y a un pouvoir médical qui est réel, et aujourd'hui aussi nous dans le collectif c'est ça, on affirme aussi notre expertise soignante en dehors de toute hégémonie médicale, même si on est là effectivement pour travailler tous ensemble. Le collectif il est né aussi de ça, et qu'il y a une place à prendre, et il y a aussi l'histoire des soignantes. Je féminise volontairement le nom parce qu'on est 90% de femmes dans nos professions, et qu'aujourd'hui si cette place n'est pas occupée, c'est-à-dire la place qui n'est pas occupée par les soignantes,
c'est parce qu'on est aussi des femmes et que dans notre histoire de bonnes sœurs, effectivement, il y a une abnégation qui existe toujours. On a des reliquats de cette histoire et de la fonction biologique dite de la soignante. Et aujourd'hui, culturellement, c'est vrai qu'on n'est pas une corporation qui a su prendre sa place, parce que les femmes sont pas aujourd'hui, malgré l'égalité qui est revendiquée, on n'est pas libérées complètement non plus, nous en tant que femmes et soignantes, de ce pouvoir-là. Et donc le rassemblement aujourd'hui des soignantes, il est aussi pour dénoncer ça. J'en profite pour annoncer donc notre manifestation la prochaine, qui est le 12 mai, qui est la Journée internationale de l'infirmière, et pour lequel le collectif organise donc une manifestation à 14h à Bastille. Le trajet, pour l'instant, n'est pas encore complètement défini, mais en tout cas, l'arrivée sera à l'Hôtel-Dieu, donc qui est fortement menacé de fermeture et qui est mise à mal avec des services qui ont déjà été transférés à Cochin, au Val-de-Grâce, etc. Donc on arrivera à l'Hôtel-Dieu. Donc on appelle aussi bien les usagers de la santé, tous ceux qui veulent soutenir les soignants, à nous rejoindre. Le 12 mai donc 2013 à Paris avec nous. À quelle heure le 12 mai, 14h? À 14h. Voilà. On parlait du corporatisme, et en effet, il faut qu'on arrive à sortir de ce corporatisme. On a toujours eu un pouvoir, il y a toujours eu le pouvoir médical sur la gestion des lits. Il faut qu'on arrive tous ensemble à sortir de cette espèce de doctrine qui nous suit depuis des années, où seuls les médecins pourraient décider. Et je fais pas de l'anti-docteur quand je dis ça. C'est juste qu'on arrive maintenant à pouvoir tous se mettre autour de la table et créer les projets. Le problème, c'est qu'on appelle encore un projet médical d'établissement. On a une commission médicale d'établissement. Donc on est encore dans la toute-puissance médicale, alors que sur le terrain, on se rend bien compte que voilà, on travaille tous ensemble et c'est pas de l'anti-médecin. Je le dis bien, parce que je voudrais pas qu'on stigmatise en disant il fait de l'anti-docteur. On devrait avoir un projet de santé. Un projet de santé. Et moi, en réunion, on parlait des projets de santé. Et je disais que c'était quand même, un projet médical. Et je disais que c'était quand même aberrant que les infirmiers ne puissent pas, ou les aides-soignants ne puissent pas participer à la rédaction de ce projet médical. Et on me répond, et notre hiérarchie paramédicale, qui est encore sous l'espèce de joug la toute-puissance médicale, nous dit non, c'est le projet médical, vous ne devez pas y participer. Et moi je rappelle que tout ce qui touche mon patient, je me sens obligé de participer à ce qui se passe. Et on le voit très bien là sur ce qui est en train de se passer sur l'Hôtel-Dieu, c'est que il y a des décisions administratives qui sont prises par des administratifs. Ils sont formés pour ça. Leurs décisions, elles ne sont pas incohérentes avec leurs fonctions. Maintenant, tout ça, c'est cautionné par un corporatisme médical de grands PUPH qui, pour valoriser, c'est les professeurs de médecine, qui pour se valoriser et encore avoir des grands services et surtout être sûr de ne pas perdre tout ce qu'ils ont, vont cautionner ces décisions aberrantes avec des fermetures de lits. Et eux, ils seraient presque capables de juste avoir un service avec 10 lits à l'intérieur, du moment que quand vous rentrez à l'hôpital, il y ait leur nom. C'est tout l'enjeu de la démocratie. Là, on est sur Radio Libertaire. Là, aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut qu'on fasse confiance à la base. Et c'est nous, les soignants, qui devons prendre le pouvoir et dire comment on veut travailler en discutant avec les patients de leurs besoins. Et aujourd'hui, on a une super structure pyramidale avec des enjeux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les médecins considèrent, mes collègues, mes confrères, je ne mets pas mes collègues, ils se battent aujourd'hui pour récupérer soi-disant le pouvoir qu'ils ont perdu face aux administratifs. Alors c'est pas ça la question. Aujourd'hui, on est dans un système où le médecin ne peut pas tout faire. Le médecin, jusqu'au début des années 50, oui, il pouvait tout faire, parce qu'on avait des moyens tout à fait limités. On était là pour soulager les patients. Aujourd'hui, on ne fait pas que les soulager, on arrive à guérir. Et donc, il y a une technicité très importante. Et cette technicité, elle ne peut pas être dans les mains d'une seule personne. Et on a besoin de travailler en équipe. Et donc, il n'y a plus de cette hiérarchie. Il ne va plus y avoir cette hiérarchie entre les soignants. L'infirmière est beaucoup plus compétente pour faire les pansements, pour s'occuper de l'éducation d'un diabétique. Le médecin est plus compétent pour faire un diagnostic et décider du bon examen complémentaire. Mais si les gens ne collaborent pas entre eux et ne se respectent pas, et se mettent pas au même niveau dans l'intérêt du patient, le patient, ça ne sera pas bien pris en charge. Et ça, c'est cette révolution dont on a besoin dans le monde de la médecine. Et si les infirmières aujourd'hui se rebellent en disant mais on veut affirmer notre autonomie, notre indépendance vis-à-vis du monde médical, c'est parce que le monde médical, aujourd'hui, il se bat pour préserver le pouvoir
qu'il a eu pendant des siècles, mais qui aujourd'hui ne correspond plus à la réalité et surtout est en contradiction avec l'évolution des besoins de la population. Aujourd'hui, on a des médecins hyper spécialisés. Or, les besoins, c'est pas d'être spécialiste d'un organe, c'est que vous avez des gens de plus de 50 ans, ceux qui consomment aujourd'hui la santé, ce sont des gens de plus de 50 ans atteints de ce qu'on appelle de polypathologie. C'est-à-dire que vous avez l'hypertension, le diabète, la bronchite chronique. Donc, qui est-ce qui va s'occuper de vous correctement ? Vous allez voir le pneumologue, après vous allez voir le cardiologue, après le diabétologue, et s'ils ne se causent pas, les trois là. Et puis si vous n'avez pas le nutritionniste, l'infirmière pour les injections d'insuline, apprendre à faire les injections d'insuline pour devenir indépendant, etc., eh bien ça ne fonctionnera pas. Et donc c'est le millefeuille. C'est-à-dire on dépense beaucoup, et ça enrichit surtout l'industrie pharmaceutique, parce que c'est eux qui tirent leur épingle du jeu aujourd'hui. On est le pays où justement on dépense le plus en médicaments. Et une des propositions qu'on a fait à ce gouvernement, c'est de dire, mais là ils ne veulent pas s'attaquer au lobby de l'industrie pharmaceutique, c'est de dire, revenons, puisqu'on nous vend, il faut faire comme les autres pays européens. Eh bien, donc, transférons 5% des dépenses de santé des médicaments vers la rémunération des professionnels, pour qu'ils travaillent mieux. Mais ce n'est pas révolutionnaire, c'est simplement revenir à un taux de dépenses de médicaments qui est la moyenne européenne. Et aujourd'hui, dans notre pays, on a des médecins et des infirmiers qui sont beaucoup moins bien payés qu'en Angleterre en particulier. Et en Angleterre, ils dépensent beaucoup moins de médicaments. Alors, on peut dire ce qu'on veut du système anglais, mais ce que je veux dire, c'est que la prise en charge coordonnée, c'est du temps humain. Ce n'est pas de la technique. Ce dont ont besoin aujourd'hui les patients, c'est qu'on leur consacre du temps pour connaître leurs besoins et s'adapter aux besoins qui sont individuels. On ne peut pas normaliser les patients. Aujourd'hui, on essaie de normaliser les patients. Un patient, telle pathologie, on va vous donner le nombre de minutes pour tel acte. C'est standardisé. Or ça, c'est pas possible. Parce que le patient, moi j'exerce en Seine-Saint-Denis, le patient de Seine-Saint-Denis standardisé en fonction de sa pathologie, eh bien c'est pas le même que le patient de la Celle Saint-Cloud. Et la réponse à ses besoins ne sera pas identique. Voilà, parce qu'il n'a pas le même niveau socio-économique ni le même niveau socio-culturel. Donc si on ne s'adapte pas à ces différences-là, eh bien c'est une catastrophe en termes de santé publique. Et quand on privilégie en plus l'individuel, démerdez-vous, patient, démerdez-vous, devenez consommateur, faites ce que vous voulez. Eh bien le résultat aujourd'hui, c'est que moi quand j'étais étudiant, à la fin des années 70, début des années 80, on m'expliquait qu'on allait éradiquer la rougeole. Et l'an dernier, j'ai pris en charge un patient qui est mort de la rougeole. Voilà, parce que on n'a plus rendu la vaccination obligatoire, elle est conseillée, chacun fait ce qu'il veut. Alors donc, et voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais le résultat, c'est pour éviter quelques complications éventuelles de la vaccination, eh bien, on accepte qu'il y ait plusieurs milliers de morts pour les maladies qu'on pourrait éradiquer. Donc ça, c'est les questions politiques qu'il faut poser aujourd'hui. Moi, je ne suis pas pour imposer la vaccination, je suis pour qu'on mène ce débat, pour que les gens soient convaincus que l'obligation de la vaccination, c'est dans l'intérêt individuel et collectif, et qu'il faut l'accepter. Aujourd'hui, il faut accepter parce que tout médicament a des effets secondaires, mais s'il y a des effets secondaires, il ne faut pas que... Parce que l'individualisme à l'américaine, anglo-saxonne, c'est quoi ? C'est quand vous avez un effet secondaire, vous devez attaquer au tribunal. Maintenant, quand vous avez un effet secondaire, l'effet secondaire, il était prévisible, statistiquement, eh bien, cet effet secondaire et les coûts et la prise en charge, ça doit être assuré par la collectivité de manière automatique. Il n'y a pas besoin d'aller au tribunal et de prendre un avocat. Et voilà, c'est ça ces débats dont on voudrait qu'aujourd'hui la gauche s'empare, parce que c'est ça qui permettra effectivement de mieux vivre en commun et d'éviter qu'il y ait des dérives comme on connaît à l'heure actuelle, ces dérives individualistes, repli sur soi, et qui font qu'effectivement on a la crainte du Front National. Mais pourquoi on a la crainte du Front National ? C'est parce que quand on renvoie les gens justement à cet hyper-individualisme, chacun pour soi, chacun pour sa gueule, effectivement, le discours de Marine Le Pen, il paraît attractif. Il y a un vrai désengagement de l'État, c'est-à-dire en voulant soi-disant responsabiliser le patient. Or, il n'y a rien qui est mis en place pour que ce patient puisse, à la limite, avoir les capacités de pouvoir évaluer ses besoins. C'est-à-dire que il y a, en termes de prévention... le patient, il n'a pas fait médecine. Effectivement, mais aucun moyen n'est mis en œuvre. C'est vrai qu'au niveau des soignants, par exemple, quand vous parliez du suivi des patients chroniques, les diabétiques notamment, en France, il n'y a pas de consultation infirmière. Voilà, la notion d'infirmière de famille, telle qu'elle a été définie par l'Organisation mondiale de la santé en 98, elle n'a jamais été mise en place en France, alors que le suivi de tous ces gens, ça représente des centaines de milliers de patients qui sont à la maison et pour lesquels rien n'a été pensé, si ce n'est que rémunérer une injection par l'infirmière. Et tout le
travail qui est mené par l'infirmière en termes d'éducation est inexistant dans la nomenclature, dans la prise en charge globale du patient, ce qui fait que nous, on passe énormément de temps auprès du patient, malgré le fait qu'on est soumis effectivement à enchaîner les patients parce qu'il faut bien manger, mais que on n'a pas pensé à dégager ce temps absolument nécessaire pour le suivi, et que ce sont aussi des gens qui se retrouvent hospitalisés faute de moyens pour coordonner les soins en ville. Et donc, le désengagement de l'État suscite donc chez la population un renoncement à se soigner, alors que on pourrait tout à fait mettre en place un suivi qui serait approprié et qui serait pas ce qui est déjà mené actuellement par la CPAM, c'est-à-dire des consultations infirmières par téléphone uniquement, avec des conseils qui n'ont aucun impact, puisqu'il n'y a pas de lien qui se crée, et qu'on sait très bien que dans l'éducation, la clé de la réussite, c'est justement le lien qu'on va créer avec le patient. Voilà. Il faut qu'on arrive à retravailler, nous, la base, les soignants qui touchons tous les jours les malades, qui, à mon avis, paraissent sales pour ceux qui nous dirigent. Il faut qu'on arrive à retravailler tous ensemble. Il faut qu'on arrête de dire aux patients, prenez-vous en charge tout seul, parce que demain, dans l'éducation nationale, on va faire pareil. On va dire, éduque-toi toi tout seul, prends tes livres et puis travaille tout seul. Toi qui as 3 ans, apprends à écrire, à lire. Sur Internet, je vais te sur donner Internet, l'adresse du site. Et voilà. Voilà. Et maintenant, en effet, Mais les patients, ils n'ont pas fait médecine, ils sont pas infirmiers. Quand vous appelez votre plombier, vous lui expliquez pas comment est-ce qu'il doit réparer. Donc c'est comme ça. Il faut arrêter d'aller taper sur Google, je tousse, parce que de toute façon, quand vous toussez sur Google, forcément vous avez un cancer et dans les 3 semaines vous mourrez. Voilà. Donc il faut arrêter l'accès aussi facile. On doit, et pourquoi est-ce c'est notre faute, c'est que on n'a pas été suffisamment à l'écoute des patients. On a pendant longtemps été dans le tout pouvoir du soignant. Donc on disait, voilà, vous avez telle maladie, c'est comme ça. On avait un grand respect encore pour le médecin, donc il avait raison, le médecin. On n'expliquait pas trop. De toute façon, ça marchait pas. On était encore dans ce grand respect pour le docteur. Et puis on a perdu tout aussi, ce contact humain. On a arrêté d'expliquer aux patients par faute de temps, aussi parfois un peu par mépris, je pense. Et du coup, on leur dit, voilà, c'est comme ça. Et les gens ont voulu aller chercher, savoir, ils ont voulu comprendre ce qui se passait. Et là où on n'a pas été bon, c'est qu'on a laissé tout le côté média prendre en charge la partie de j'explique votre médicament, j'explique votre maladie, j'explique les effets secondaires. C'est pas normal que quand vous allez prendre tel ou tel médicament, vous avez tel ou tel souci. L'autre jour, j'ai eu un patient qui me dit, je lui dis, vous avez des allergies? Il me dit, oui, je suis allergique au paracétamol. Bon, et alors je vais quand même citer une marque, je suis désolé. Il me dit, mais du coup, comme je suis allergique au paracétamol, je prends du Doliprane, qui est exactement la même molécule. Et ça prouve bien qu'à un moment donné, il y a eu un vrai problème d'explication. C'est qu'on n'a pas parlé avec le patient, on n'a pas pris le temps de venir lui expliquer, et du coup, il va chercher l'information ailleurs. Et là où l'État s'est engouffré là-dedans en disant, de toute façon, aujourd'hui, le patient, il est capable de s'autogérer, on n'est plus en mesure de toute façon de mettre en place un vrai réseau de soins, donc il va s'autogérer. On va faire de la médecine par téléphone, on va transmettre des images, je sais pas trop où dans le monde pour que ça soit interprété. Le patient, de toute façon, il a plus besoin d'aller à l'hôpital parce que voilà, il va avoir ses médicaments, il va se gérer tout seul. Or, nous, on se retrouve aux urgences à récupérer des situations catastrophiques avec des patients qui prennent des traitements qui sont vraiment délétères pour eux, où du coup, on est obligé de reprendre toute l'éducation avec eux parce qu'ils ont rien compris de ce qui s'était passé. Et c'est notre faute, c'est parce qu'on leur a pas expliqué comment devait se conduire leur prise en charge. Et si on arrive tous ensemble à travailler l'hôpital, la ville, les infirmières libérales avec les infirmiers à l'hôpital, quand un patient sort, on a fait des pansements à l'hôpital, il n'y a pas une feuille qui est faite où l'infirmier hospitalier a marqué, voilà, moi j'ai fait comme ça, voilà quels étaient mes traitements, quel était mon pansement. Cette feuille, elle reste à l'hôpital, elle reste dans le dossier de soins du patient et elle ne sort pas. Elle ne va pas à l'infirmière libérale qui va prendre en charge le patient une fois qu'il sera à domicile. Il y a un vrai problème de communication où il y a encore l'hôpital qui se croit supérieur à la médecine de ville, où la médecine de ville a du mal à communiquer avec l'hôpital. Il y a un vrai problème. On a du mal à venir sur l'hôpital pour discuter de nos patients. On n'arrive pas à les prendre en charge globalement. Nous, on le voit bien en SMUR, au SAMU, quand on va à domicile ou quand on va directement chez le médecin chercher le patient, on communique pas.
Il n'y a pas de communication qui se crée, on a du mal à parler entre nous, on a l'impression qu'on a encore deux mondes complètement différents. Les médecins nous disent « Ah mais nous on reçoit jamais de compte rendu de ce que vous avez fait sur le patient ». Voilà, on communique pas, il y a un vrai problème parce que du coup le patient il est au milieu de tout ça, il sait plus où aller. Alors en effet il va aux urgences parce que c'est ouvert constamment et que du coup c'est une réponse qui est facile parce que il sait pas où aller, il sait pas aller voir quel médecin, on peut plus aller voir les infirmières parce que l'infirmière elle est soumise à prescription médicale alors qu'elle pourrait très bien gérer un certain nombre de choses parce que c'est de son ressort et on le voit bien aux urgences tous les jours quand les médecins viennent nous voir sur des pansements en nous disant bon alors je vais faire la prescription mais tu vas me dire ce que je dois écrire dessus parce que c'est ça la vérité, c'est de dire je suis obligé de faire la prescription parce que je suis le docteur et du coup c'est moi qui prescris et même si je sais pas je veux quand même garder ce pouvoir de prescription et du coup on lui dit voilà il faut que tu mettes ça pendant tant de temps, il fait la prescription et derrière alors qu'en fait l'expertise elle vient de l'infirmière parce que c'est notre expertise à nous, on est formé pour ça et il faut déjà qu'on fasse très bien ce métier-là avant de vouloir faire d'autres choses. Et disons que les conditions de travail se sont tellement détériorées aussi à l'hôpital, on a asphyxié l'hôpital, donc cette coordination-là, elle peut pas se mettre en œuvre si on continue d'asphyxier l'hôpital. Et la coordination en ville, c'est vrai que nous on a des patients, pour exemple encore hier, un monsieur de 89 ans qui rentre à domicile avec une assistante sociale qui essaye de faire avec ce qu'elle a, c'est-à-dire une association d'aide à domicile qui va intervenir 4 jours plus tard, puisque c'est un patient qui sort un jeudi, une famille qui est inexistante, un monsieur qui habite au 4e sans ascenseur, qui a des pansements à faire, qui a des médicaments à préparer. Moi, j'arrive à domicile, personne n'est allé à la pharmacie, donc je peux pas faire les soins. Donc il faut bien lui venir en aide à ce patient. Mais je rappelle l'hôpital pour avoir le minimum d'informations, puisqu'effectivement, à part les ordonnances, il a rien. Donc, il n'y a aucun support qui me permet de savoir déjà pourquoi ce malade est rentré chez lui et pourquoi il a été hospitalisé exactement. Et voilà, donc j'ai passé 1h30 chez ce patient, pour 10 euros. 10 euros. Voilà. Et donc, tout ça, c'est une réalité quotidienne et ce sont des gens qui sont absolument laissés à l'abandon par le système tel qu'il est aujourd'hui mis en place. C'est-à-dire que on a une approche à l'acte. Effectivement, on a coté ses actes à l'hôpital, on va coter son acte en ville, mais sa prise en charge globale et humaine, donc tout ce qui coordonne son environnement, nous, c'est ce qu'on fait tous les jours, mais qui en fait n'apparaît pas dans les textes. Et on part au plus urgent, on essaye de faire en sorte que les situations ne deviennent pas catastrophiques. Malgré tout, on ne peut pas remplacer l'ensemble d'un système qui n'est pas mis en place. Donc, ce sont effectivement, mais on justement, revient à ces patients qui reviennent le système. Il faut des réformes. Et voilà, c'est qu'on nous a vendu. Le précédent gouvernement nous disait la réforme. Le président, il sautait comme un cabri. La réforme. Il y a des bonnes et des mauvaises réformes. Aujourd'hui, notre système est au bout du rouleau. Le système qu'on a mis en place en 45, il est au bout du rouleau. On a besoin de réformes structurelles profondes. Mais personne ne veut s'y attaquer parce qu'on ne veut pas s'affronter aux lobbies qui défendent avant tout leurs avantages acquis. Et vous savez, là, moi j'étais récemment à un colloque à Sciences Po. Il y avait un beau parterre avec le responsable de la chaire santé de Sciences Po, Tabuteau, quelqu'un de très, très intéressant. Bon, mais voilà, c'était un débat feutré. Alors j'ai voulu un peu, comme j'étais envoyé par la CGT, là j'ai voulu un peu les booster. J'ai dit, vous savez, il y a un problème sur l'absence de réformes dans notre domaine, des réformes dont on a besoin. C'est que on a toujours stigmatisé un certain nombre de catégories qui, soi-disant, voulaient ne pas évoluer, voulaient bloquer toute évolution parce qu'ils défendaient leurs avantages acquis. Et je leur ai dit, vous savez, on a souvent stigmatisé mes camarades cheminots dans ce domaine-là. Je dis, mes camarades cheminots, en termes de défense des avantages acquis, ce sont des petits garçons par rapport aux médecins. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi ça fonctionne pas bien ? Mais parce que les médecins, on leur paye leur formation. S'ils étaient aux États-Unis, ils partiraient à s'installer dans leur cabinet, déjà avec une dette de 200 à 300 000 euros à la banque, à rembourser. Bon, aujourd'hui, même si il y a une sélection sociale dans les études sont quand même moins coûteuses. Ils veulent garder la liberté d'installation. Je m'installe où je veux, avec le mode d'exercice que je veux. Je veux une convention où je préserve mes petits avantages en termes de rémunération, c'est-à-dire les actes techniques, je veux qu'ils soient bien rémunérés, le médecin généraliste, c'est un mauvais par rapport au spécialiste, enfin bref, voilà. Donc,
on ne fait pas évoluer le système, alors qu'aujourd'hui, on a trop de spécialistes, on a besoin de plus de généralistes, on n'a plus besoin de cabinets isolés, on a besoin de, on appelle ça, moi j'appelle ça centre de santé, parce que je pense que c'est un bon modèle, d'autres appellent ça des maisons de santé, mais on a besoin de structures collectives. Comprenez, le dossier de soins, pour lequel on a dépensé déjà 350 millions d'euros avec le dossier médical partagé là, pour rien. Quand vous travaillez ensemble, dans le même cabinet, l'infirmière, le médecin, le kiné, le pharmacien qui va être à l'étage en dessous, c'est très facile, autour du café. Il n'y a même pas besoin d'organiser de réunions formelles. Il faut en organiser, mais déjà on s'échange beaucoup d'informations dans l'intérêt du patient. Si on a un problème, on va toquer à la porte d'à côté et puis on va demander le conseil. On va transmettre l'information utile pour le patient. Voilà, on a besoin d'un mode d'exercice collectif. Mais ça veut dire que le médecin ne s'installe pas où il veut. Les infirmières ont accepté une régulation de leur installation avec les organisations professionnelles. Il y a eu débat. Puis finalement, on a trouvé un accord. Ça serait possible pour les infirmières et ce ne serait pas possible pour les médecins. Mais on se fout de la gueule du monde. C'est parce que les lobbies médicaux ne veulent pas lâcher leurs avantages acquis. Voilà. Donc, il y a besoin de réformes. Notre système est au bout du rouleau, il y a besoin de réformes. Il y a besoin de réformes pour qu'il n'y ait pas cette coupure entre l'hôpital et la ville. Il faut que ces groupes, qu'on les appelle maisons de santé ou centres de santé, soient en lien avec l'hôpital. Quand le patient sort de l'hôpital, le dossier est transmis immédiatement à la structure référente. Il y a un contact téléphonique qui est pris. On s'assure qu'effectivement l'ensemble des informations soient en possession des professionnels qui vont avoir à s'occuper du patient qui va sortir le vendredi soir, le samedi matin. Est-ce qu'il y aura quelqu'un pour s'en occuper ? Voilà, c'est ça aujourd'hui. Donc il y a besoin de réformes. Mais pour que ces réformes elles soient mises en œuvre, il faut effectivement s'attaquer à du lourd. Mais sauf que aujourd'hui, vous savez, le très mauvais message qu'a envoyé le président de la République à l'ensemble des professionnels de santé quand il s'est installé à l'Élysée, c'est qu'il a pris comme conseiller santé un grand professeur de médecine, la gauche caviar, le professeur Lyon-Camp, du plus grand hôpital parisien, l'hôpital de la Pitié, mais qui ne connaît rien à la médecine de terrain. Et donc, il est là surtout pour préserver les avantages de sa petite caste, qui est celle des professeurs de médecine, qui, soit dit en passant, on a accusé les enseignants à un moment donné d'être trop nombreux au Parlement. Aujourd'hui, la catégorie socio-professionnelle la plus nombreuse au Parlement, ce sont les professeurs de médecine. Ils sont 4000 en France. Et aujourd'hui, ils ont plusieurs postes de députés, de sénateurs, de présidents de conseils généraux. Voilà. Et y compris, quand ils abusent du système, on ne leur dit rien. Et le plus célèbre d'entre eux, Cahuzac, Cahuzac, c'est celui qui est le plus célèbre, mais c'est pas celui qui abuse le plus. Il y en a un qui abuse beaucoup. C'est le chef des services des urgences de l'hôpital Georges Pompidou. Donc le plus grand hôpital parisien. Monsieur Juvin. Donc il est payé par l'université parce qu'il est professeur de médecine pour donner des cours à la fac. Il n'en donne pas beaucoup. Il est payé par l'hôpital pour s'occuper d'un des plus gros services d'urgence parisiens. Il voit pas beaucoup. Mais dans le même temps, il est maire de la Garenne-Colombe, 25 000 habitants. Il est député européen. Et parce que quand même il y avait le cumul des mandats, il a été obligé de lâcher son poste de vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine. Donc il cumule tout ça et son poste à l'hôpital. C'est scandaleux. Et aujourd'hui, c'est légal. C'est-à-dire qu'on ne veut pas changer la loi. C'est légal pour les médecins, puisque quand une infirmière elle a envie d'aller travailler un peu à côté quand vous êtes titulaire de votre poste, on vous dit non, vous n'avez pas le droit. Et c'est légal pour les médecins. Et nous, ce qu'on dit, c'est que monsieur Juvin, il devrait être mis en disponibilité tant qu'il a ses mandats. Et si on le met en disponibilité, le salaire qu'on récupère, c'est 3 infirmières de plus pour les urgences de Georges Pompidou. 3 infirmières dont on aurait fortement besoin. 3 infirmières ou 4 ou 5 aides-soignantes. Voilà. Donc il y a des scandales. Il faut réformer aujourd'hui. Mais il faut s'attaquer aux vrais problèmes. Il faut s'attaquer aux lobbies. Et parmi les lobbies les plus puissants en France, il y a les lobbies médicaux qui veulent pas lâcher leur pouvoir. On en a parlé. Leur pouvoir fonctionnel et autoritaire sur l'ensemble des professions dites paramédicales. Qui veulent pas lâcher leur pouvoir politique parce que ça leur permet effectivement de continuer à se croire au-dessus de tout. Et si Cahuzac il s'est permis de faire ce qu'il a fait, mais c'est parce qu'il pensait qu'il serait jamais pris. Parce qu'on a beaucoup médiatisé ces 700 000 euros. Mais vous savez que la plus grosse fraude, la plus scandaleuse de Cahuzac, c'est qu'il était inscrit auprès de la sécurité sociale comme médecin généraliste sans dépassement d'honoraires. Et que là, on a les chiffres. Il a fraudé sur ses cotisations sociales de retraite et de sécurité sociale à hauteur de 250 000 euros. Voilà.
Voilà. Et ça, aujourd'hui, quand on nous dit que la sécurité sociale est en déficit, vous voyez, les 250 000 euros, là, il faudra qu'il les rembourse, monsieur Cahuzac. Oui, alors voilà, nous allons continuer en particulier sur le rôle des femmes médecins, parce que moi, ça me fait toujours un peu peur, parce que dès qu'on voit les femmes monter dans la hiérarchie, enfin dans le secteur privé, on voit que ces femmes, voulant montrer leur savoir-faire beaucoup plus efficient que celui des hommes, faire pire que les hommes. Donc j'ai toujours un peu peur, mais vous avez l'air de dire que les générations qui arrivent, les générations de femmes, en particulier dans femmes médecins, ça risque de changer et de ne pas du tout de modifier un petit peu. Ça change la donne et ça commence à changer déjà entre les professions paramédicales et médicales, puisque c'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parmi les médecins, il y avait une proportion d'hommes très importante, et parmi les soignantes, aujourd'hui, il y a toujours une proportion de femmes extrêmement importante, et que le rapport homme-femme, pour beaucoup, a contribué aussi au lien hiérarchique dans nos professions. Donc la profession médicale se féminise, c'est vrai, à hauteur de 60%, donc ça change la donne. Moi, je partage pas votre avis sur le fait que les femmes sont pires que les hommes quand elles accèdent à des postes avec un statut hiérarchique plus important. Peut-être que le fait qu'on les voit arriver à ce statut nous donne l'illusion qu'elles sont pires que les hommes parce qu'on n'est pas encore habitué à ce qu'elles occupent ces postes, mais il n'y a pas une fonction féminine qui serait pire en haut de la pyramide que celui de l'homme. Enfin, j'y crois pas en tout cas. Et ce qu'on constate sur le terrain, non, les femmes sont pas pires que les hommes. Par contre, ce qui est bien, c'est que quand il y a un équilibre homme-femme, et d'ailleurs parmi les soignantes, c'est vrai que c'est un problème aussi d'avoir si peu d'hommes parmi les aides-soignants et les infirmiers, puisque on a du mal à sortir, nous, de l'inertie qui règne parmi nos professions paramédicales, qui est liée justement à cette histoire d'obéissance et d'abnégation qui fait partie quand même de l'histoire des femmes. Et donc, c'est en train de changer parmi les médecins, c'est vrai. Par contre, puisque donc cette profession se féminise, et tant mieux. Mais par contre, ça ne change pas pour les soignants. C'est-à-dire qu'on a gagné 1 ou 2% d'hommes en plus, mais que pour l'instant, l'infirmière reste une femme. J'ai horreur de ce terme soignant, en fait. Parce que depuis le début, on dit qu'il faut qu'on arrive à sortir de ce corporatisme, il faut qu'on arrive à tous s'unir. Et pourtant, c'est une espèce de syndrome de dire il y a les médecins et les soignants. Je suis désolé, on est tous soignants. Voilà. Il y a les personnels médicaux et il y a les personnels non médicaux. C'est à mon avis la seule différence si on doit utiliser 2 termes pour distinguer les catégories professionnelles à l'intérieur de l'hôpital, c'est ça. Les médecins soignent, les paramédicaux soignent, voilà. Et ça c'est un truc. Ce sont tous des soignants. Donc. Ce sont tous des soignants. Mais on a souvent admettre, on le voit dans les courriers, dans tout ça, c'est les médecins et les équipes soignantes. Ouais. On est tous des équipes soignantes. On est tous des soignants, mais aujourd'hui, la définition du soignant, quand on ouvre le dictionnaire, ça c'est pas le médecin quand même. Oui, on est d'accord, mais il faut que ça change. Et on va y arriver. Mais oui, et en effet, on n'est pas beaucoup d'hommes dans les infirmiers, mais peut-être qu'on arrivera à faire changer les choses en apportant un peu plus de masculin dans la profession, on y arrivera un peu. Un peu de testostérone. Oui, alors ça, il y avait les médecins qui apportaient la testostérone, donc oui. Le problème c'est que maintenant il y a de moins en moins d'infirmières, donc ils sont un peu déçus. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand l'infirmier ou l'aide-soignant rentre dans la chambre d'un patient, il y a encore beaucoup de patients qui l'appellent docteur. Donc il y a encore une référence à l'homme qui serait le médecin. On en parlait même en off là tout à l'heure, c'est que même moi qui dans mon service fait partie des paramédicaux qui nous engageons sur la défense du service, on va voir les élus. Les gens ont encore du mal à comprendre que je sois pas le docteur. Non, les infirmiers, on parle aussi, on pense, on peut avoir une position politique, on peut défendre nos malades, on peut aussi à un moment donné se positionner et ne pas être toujours derrière être le docteur et l'envoyer pour discuter pour nous. Et le fait qu'on ait accepté ça pendant des années, on en est arrivé justement à ce que disait tout à l'heure Christophe, c'est que voilà, on a le médecin tout-puissant qui décide et nous derrière on suit. Et là, il faut qu'on arrive à inverser la donne en disant que non, on y va tous parce qu'on doit tous y aller, on ne doit pas se séparer, on ne doit pas faire des espèces de mini-groupes, on doit tous y aller ensemble, les soignants de la base, et on doit défendre notre structure, nos soins, nos qualités
de travail, parce que c'est ça en fait l'important. En effet, on peut demander à une revalorisation des salaires. On va nous donner quoi ? 10 €. Allez, 10 € par mois. On va gagner la paix sociale, on va être content parce que voilà, on a un peu le syndrome de la petite infirmière gentille qui dit merci. On va être tout content, on va avoir nos 10 € de plus, on va dire ah c'est bien, ils nous ont donné 10 €. Sauf qu'en fait, sur le fond, rien n'aura changé et on doit justement maintenant, certes, se battre pour nos revalorisations, avoir une licence, tout ce qu'on veut, mais in fine, je trouve que ça ne change rien pour la prise en charge de notre patient. Mais ce qui nous rassemble, c'est aussi l'évolution de nos pratiques. C'est-à-dire que ce qui a provoqué un clivage très important entre les professions, c'est la technicité. Or, l'époque de la médecine technicienne et techniciste, on arrive au bout. Et ce qui doit nous rassembler aujourd'hui, c'est les valeurs humaines. Quand on parle, écouter le patient. Ça, c'est important. Et ensuite, trouver une solution pour le soulager, qui est une prise en charge coordonnée. Donc, c'est là-dessus. Chacun, là, doit apporter sa pierre en fonction de sa formation, de ses compétences. Et c'est l'addition des compétences des différents soignants, médecins compris, qui permettra de construire une prise en charge, ce qu'on appelle un parcours de soins cohérent. Et je pense que c'est de ça dont il faut qu'on discute entre nous, c'est-à-dire qu'on doit avoir un vrai projet de soins pour l'hôpital et pas un projet médical. Voilà, un projet de soins. Et pour répondre à la question, parce que je me rends compte que j'ai pas répondu à la question sur les outils techniques, les plateaux techniques. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on a survalorisé la technique ces dernières années. C'est-à-dire que c'est très bien de prescrire un scanner ou une IRM, mais c'est comme pour les lits. C'est-à-dire que si on sait ce qu'on cherche, on le trouvera peut-être avec l'examen. Mais si on ne sait pas ce qu'on cherche, l'examen risque de ne pas être très contributif. Donc, il faut d'abord examiner le patient. Quand vous êtes un bon clinicien, vous savez, et on a oublié la clinique, quand vous êtes un bon clinicien, vous faites un bon examen neurologique d'un patient et vous pouvez déjà savoir ce que vous allez voir sur les images du scanner cérébral. Voilà. Et si vous savez ça, vous saurez si l'examen c'est plutôt un scanner, c'est plutôt une IRM qu'il faut faire et quel type de scanner ou quel type d'IRM. Et ça évitera de répéter les examens parce qu'on aura fait un premier examen de déverrouillage parce qu'on n'aura pas fait le bon examen clinique. Et après, on fera un deuxième examen. Vous savez que les examens, ça a aussi des effets secondaires. Un scanner, 2 scanners, 3 scanners, 4 scanners, c'est de Tchernobyl. Ah oui. Ah bah oui, les doses d'irradiation sont quand même très importantes. Donc, il faut réhabiliter la clinique parce que la médecine n'est pas une science exacte. Voilà, c'est pas du 100%, c'est pas du on-off, c'est pas de l'informatique. Donc, il faut réhabiliter l'humain. Et réhabiliter l'humain, c'est comprendre ses limites, apprendre un peu d'humilité. Le médecin ne sait pas tout, l'infirmière ne sait pas tout, mais on additionne justement tous ces savoirs pour essayer d'aboutir à quelque chose qui aujourd'hui, c'est pas j'ai une maladie, il y a un traitement, je guéris. Non, c'est j'ai plusieurs maladies, il y a des traitements et on va essayer de soulager au maximum et faire qu'on vieillisse le mieux possible, en meilleure santé possible. Voilà, c'est ça aujourd'hui la médecine qu'on pratique tous. Donc il faut réellement revenir à un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs humanistes. C'est les valeurs de la médecine au sens noble du terme. Sauf qu'aujourd'hui on est dans un monde qui est un monde barbare. C'est la technique, c'est le pognon, c'est la performance. Non, on n'est pas dans ce monde-là nous les soignants. Il faut prendre le temps et prendre le temps. Eh bien, c'est de l'argent, mais c'est de l'argent bien employé. Et il faut que les politiques comprennent ça, c'est qu'on a besoin de temps. Le burn-out dont on parlait tout à l'heure, c'est parce qu'on est toujours sous la pression du temps. Il faut qu'on ait le temps à la fois d'écouter le patient, et puis quand on est face à des situations difficiles, il faut qu'on ait le temps de souffler. Et le temps de souffler, c'est pas des cellules médico-psychologiques, c'est de prendre le café entre soignants et discuter entre nous. Et quand on discute de la difficulté qu'on a rencontrée, vous voyez, on n'a pas besoin d'aller voir le psychiatre après. On a déjà fait le boulot qu'il fallait pour pouvoir repartir en pleine forme. Parce que bon, il y a des cas parfois difficiles à supporter, mais voilà, donc c'est du travail aussi de discuter entre nous, professionnels, quand on a eu un cas difficile. Et c'est quelque chose qui marche beaucoup sur les équipes de SAMU, où oui, on nous met un psychologue, un psychiatre, mais on a du temps en fait au SAMU entre chaque intervention pour discuter entre nous. Et on se rend compte que c'est ça en fait qui permet de tenir, c'est de pouvoir discuter entre nous, de pouvoir échanger les avis et de pouvoir justement à un moment donné être tous ensemble sur nos compétences différentes, mais qui sont toutes unies
pour pouvoir prendre en charge le malade dans sa globalité. Et c'est quelque chose qu'on a un peu oublié. On agite un peu sur les paramédicaux, on agite un peu les foules en donnant une licence, en rendant universitaire la profession. On se rend compte qu'en rendant universitaire la profession, on a des études d'infirmiers je suis désolé de dire ça, mais qui ne ressemblent plus à rien. On a des étudiants infirmiers qui sont perdus dans un espèce de cursus universitaire qui ne ressemble plus à rien, où on oublie complètement le patient, où alors qu'on devrait dans une globalité du patient, on a découpé le patient. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est que le patient, pour l'étudiant infirmier, c'est un espèce d'organe qui est complètement découpé. On en arrive à, comme en médecine, à faire de l'hyper-spécialisation. Donc, c'est votre patient, il a mal au cœur, alors voilà, faut lui déboucher l'artère, tout ça. Mais alors, par contre, savoir comment ça se passe à côté pour son retour à domicile, comment son stress, il est géré. Ah ben non, le stress, on vous en parle pas, parce que c'est pas dans ce module-là. Alors que quand vous faites l'infarctus du myocarde, il y a aussi quelque chose à prendre en charge, c'est le stress, parce que le patient, il a peur. Mais non, c'est pas dans ce module. Alors, il nous dit, ah oui, mais ça, je l'ai pas vu encore. Oui, on peut pas tout avoir vu, mais il y a un moment donné, il faut aussi remettre le patient au centre de tout ce qui doit être fait. Et il y a quelque chose qui est très facile à faire pour laisser, pour que la masse arrête de parler, c'est de l'occuper. Et je pense qu'on nous occupe très bien. Alors on nous a filé la licence à travailler. Alors on a travaillé là-dessus. Ensuite, et ce que j'ai peur avec le côté universitaire des infirmiers, c'est qu'on en arrive à ce qui s'est passé chez les médecins, à devenir tellement dans la pensée, dans le côté très universitaire qu'on en oublie le patient. Et on se retrouve avec les professeurs de médecine qui font, ah oui, alors ils sont très universitaires, mais ils voient plus le malade. Ils transmettent plus leur savoir, ils sont dans leur bureau et c'est comme le master pour les enseignants. Voilà. Alors, je pense qu'on doit avoir un diplôme. On doit évoluer dans notre profession, on doit faire reconnaître notre expertise infirmière pour qu'elle soit justement valorisée, pour dire qu'à un moment donné l'infirmier, il a ses vraies valeurs. Et je sais pas, alors c'est une question, mais je sais pas si en partant sur le côté universitaire, on va vraiment remettre nos vraies compétences de soignants et de techniciens de soins, parce qu'on est des techniciens de soins. Au cœur de la prise en charge du malade. Les experts, on est des experts en soins. Non, le levier universitaire, je pense qu'il est réellement la possibilité pour les soignants de prendre une place, mais que cette expertise dont tu parles, cette expertise technique et cette expertise de soins, aujourd'hui, elle est tout simplement pas reconnue. Il y a un cursus universitaire qui a été créé, mais les postes ne sont pas créés. C'est-à-dire que on n'a pas mis en reconnaissance cette expertise. Donc elle est enseignée, mais elle n'est pas mise en œuvre. Et pour revenir au temps soignant, le temps d'analyse de nos pratiques, il est essentiel et justement, il n'existe pas dans la tarification à l'activité, ce temps d'échange, que ce soit autour d'un café ou de façon plus formelle en réunion, alors que si on n'échange pas, on n'est plus adapté aux besoins du patient. Donc on est dans une illusion, c'est-à-dire que on va vers la performance, mais on nie toute une partie de ce qu'est un être humain, c'est-à-dire tous ses besoins. Et donc rien ne remplacera ça. Et il va bien falloir ouvrir les yeux et faire face à la réalité qui est l'ensemble des besoins des patients. Et donc la souffrance aujourd'hui des professionnels à l'hôpital, c'est ça, c'est cette façon de ne pas pouvoir prendre le temps qui est absolument nécessaire pour adapter les prises en charge aux patients pour pouvoir mener à bien et à terme l'ensemble des soins qui doivent être menés. Parce qu'en fait, là, l'approche, elle est purement technique, c'est un acte. Or, l'accompagnement d'un patient, c'est pas un acte, c'est un ensemble de comportements qui permettent au patient d'être écouté, d'être entendu, d'être accompagné. Et tout ça, ça passe par le lien social. Et le lien social, le lien humain, on l'a retiré aux soignants avec leurs patients et on l'a retiré aux soignants entre soignants. On a cassé les équipes, on a mis des équipes de nuit et de jour il y avait à un moment donné des équipes de nuit, des gens qui choisissaient aussi d'être de nuit et qui permettaient d'avoir un lien. On a obligé les gens à être de nuit ou de jour en les mettant parfois un mois, de jour ou de nuit. Donc il n'y a plus non plus de solidarité dans les équipes parce qu'on a retiré ce lien social qui est absolument essentiel pour que justement l'accompagnement de l'être humain puisse se faire. Et en fait, on a oublié qu'il y avait des êtres humains dans les hôpitaux. Voilà, c'est ça qui est absolument absurde. Oui, alors d'accord, donc effectivement, ce temps d'échange entre les personnels est assimilé par les gestionnaires de l'hôpital-entreprise à de la flânerie, exactement comme s'il fallait surveiller des ouvriers sur une chaîne de montage. Je crois que c'est l'idée qui résume un peu tout ça. On a eu un appel important, intéressant de Malik, qui est brancardier
à l'hôpital Beaujon, et il est évidemment passionné par notre émission sur Chronique syndicale, mais il regrette un petit peu qu'il n'y ait pas eu, pour l'instant, la parole de l'ensemble des personnels. Donc il pense peut-être ça va intéresser Monsieur Prudhomme de la CGT, donc les agents hospitaliers, les personnels ouvriers de l'hôpital Les Brancardiers. Il estime que son métier fait aussi partie du soin. Il expliquait absolument que c'était pas juste pousser un brancard, qu'il y avait une technicité et une humanité importante dans le travail du brancardier, contrairement à l'idée qu'on pouvait se faire un petit peu de manière simpliste. Et il insistait sur le fait qu'il y avait eu, de sources syndicales, 4 suicides récemment à la PHP, donc le malaise des personnels, mais vraiment des personnels dans leur ensemble, des médecins, des infirmières, des agents hospitaliers, des brancardiers, des ouvriers. Et il avait aussi une question, peut-être qu'on pouvait envisager un tout petit peu, si quelqu'un a des informations, sur les magouilles immobilières qui sont quand même spécifiques à Paris, avec donc évidemment le cas de l'Hôtel-Dieu, mais lui avait un exemple plus ancien, l'hôpital Saint-Lazare dans le 10e, donc qui devait fermer, qui est aujourd'hui depuis 15 ans dans un état de délabrement, et qui a fermé, qui était normalement destiné au SAMU social et qui pour l'instant ne sert à rien. Donc voilà, est-ce qu'il y a des réponses possibles ? Ah oui, c'est les opérations immobilières. On est au cœur là du système, et ça rejoint sa première remarque. C'est-à-dire que la logique de l'hôpital entreprise est la suivante. On doit se recentrer sur le soin et tout le reste peut être externalisé. Donc, on a aujourd'hui un certain nombre d'aberrations qui sont que on a dit l'hôtellerie, depuis l'aménagement de la chambre, l'entretien de la chambre, la nourriture, tout ça, ça peut être sous-traité. Donc, on a maintenant un mauvais entretien, parce qu'avant on avait des ouvriers, on appelait l'ouvrier, avec quelque chose qui était cassé, c'était réparé. On avait des électriciens, des chauffagistes, enfin tous les corps de métier. Maintenant, il faut faire un bond et attendre qu'il y ait une entreprise qui intervienne. Et comme on fait appel au moins 10 ans, on a souvent des entreprises peu qualifiées, et donc le travail est mal fait. Sur la nourriture c'est essentiel. Or, aujourd'hui, vous avez, pareil, la pression financière. Dans mon hôpital, où c'est sous-traité, il y a moins de 2 € de nourriture dans l'assiette. Moins de 2 € de nourriture. Voilà, donc il ne faut pas s'étonner si la bouffe est dégueulasse. C'est ce que disent les patients. Alors quand vous êtes en phase il n'y a pas que les médicaments pour recouvrer la bonne santé. L'alimentation, c'est essentiel. Quand on vous amène un plateau insipide, vous n'avez pas envie de manger, eh bien vous allez guérir moins vite. Et tout est à l'avenant. On sous-traite la sécurité. Plutôt que d'avoir des agents hospitaliers, brancardiers, qui s'occupent aussi de gérer un petit peu, c'est aussi leur boulot, pour diminuer le seuil d'agressivité aux urgences, l'accueil des patients, les installer sur les brancards, faire que les brancards restent pas dans le couloir, etc. On supprime les brancardiers aux urgences. Et on met des agents de sécurité, les mêmes que chez Carrefour. Il suffit d'être grand et fort, mais sans aucune formation, d'avoir un beau costume, éventuellement un chien en laisse avec la muselière, et on vous dit, on assure la sécurité aux urgences. Alors que le seuil d'agressivité aux urgences, on sait très bien comment le faire diminuer. C'est accueillir les gens, discuter avec eux, leur donner l'information, pas les isoler derrière 3 vitres blindées, mais qu'il puisse y avoir un contact direct avec les soignants. Voilà, donc on marche sur la tête aujourd'hui, on marche sur la tête. L'hôpital, ça doit être un collectif de travail, et le soin, c'est aussi que la chambre soit agréable, bien chauffée l'hiver, pas trop chauffée l'été, qu'on puisse avoir quelque chose dans son plateau qui soit agréable à manger, qu'on puisse l'adapter avec une diététicienne, qu'on puisse avoir le temps, parce que vous savez, l'information parfois, on l'obtient par la personne qui est le plus de temps avec le patient. La personne qui est le plus de temps avec le patient, c'est l'aide-soignant, quand il fait la toilette. Oui. Parce que là, il y a un contact, on parle plus facilement, il y a des choses intimes, etc. On en parle. Eh bien, vous savez, moi j'ai travaillé dans un service de réanimation, quand on a imposé la présence des aides-soignants au staff, c'est-à-dire le staff, c'est la réunion de service, on discute des patients, on a gagné en qualité d'information, de manière fantastique, parce que les aides-soignants apportaient des éléments qui étaient importants sur l'évolution clinique, que n'avaient pas les infirmières qui étaient
sur leurs soins très techniques. En réanimation, c'est des soins très techniques. L'infirmière puis le médecin qui passait une fois de temps en temps. Donc vous voyez, chaque personnel est important. Et le brancardier, de la même manière, la plupart des plaintes des patients aujourd'hui à l'hôpital, c'est le brancardier n'a pas eu le temps de venir chercher à la radio. J'ai attendu dans le couloir pendant 2 heures qu'on me ramène dans mon service. Vous voyez, c'est le type de plainte qu'on a aujourd'hui. Ça participe à la dégradation de la qualité des soins. Or, quand on dit l'hôpital aujourd'hui ne s'occupe plus que d'embaucher des médecins, des infirmières, éventuellement des aides-soignants, mais que tout le reste, c'est pas important, ça peut être sous-traité, eh bien, on aboutit à un dysfonctionnement majeur et à une dégradation de la qualité des soins. Et à une mise en danger du patient. Et à une mise en danger des patients, bien sûr. Oui, j'ai même entendu dire au service psychiatrie, je crois que c'est à la Pitié, qu'il n'y avait pas de serviettes, pas de savon. Est-ce que c'est une rumeur? Non, c'est à l'hôpital Charlevoix, c'est ce qui s'est passé. Et on demandait aux familles d'amener les draps parce qu'il y avait rupture de l'approvisionnement en draps parce que la lingerie est aussi sous-traitée. Sur la réponse là des grandes organisations immobilières et ce qui est en train de se passer à la PHP, c'est ce qui est en train d'être fait. Ils veulent vendre le siège 150 millions d'euros pour venir mettre le siège à l'Hôtel-Dieu. Sauf que beaucoup de gens sont pour en se disant chouette, on va gagner 150 millions d'euros. Sauf qu'en fait, ces 150 millions d'euros, ils vont être mis dans le déficit et ils vont être absorbés à vitesse grand V. Et rien ne sera redistribué pour améliorer la prise en charge des patients. Donc ça, c'est ce qui est en train d'être fait. Nous, on en appelle aussi là aux politiques, puisque c'est bientôt les municipales sur Paris, pour dire attention, surveillez bien cette vente. Il faut voir ce que derrière ça va apporter et comment ça doit être fait. Surtout qu'en ce moment, quand même, tous les sièges, dont l'ARS, sont à l'extérieur de Paris. Il ne faut pas surveiller la vente, il faut interdire la vente. Qu'on conserve l'hôpital de l'Hôtel-Dieu comme hôpital et que l'assistance publique reste dans ses locaux, qui sont des locaux de bureaux. Pour conclure, je me tourne maintenant vers ni Bonne, ni Nonne, ni Pigeonne. Vous pouvez rappeler déjà qu'on peut vous contacter sur Facebook. Oui, et puis on a un site internet Très bien. nb3np.org. nb3np.org. Oui, et puis il y a un forum public et un forum privé quand vous êtes adhérent à l'association. D'accord. Et donc on doit vous retrouver alors le 12 mai à Paris, à la Bastille. On passera par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et on arrivera à l'Hôtel-Dieu. Ah, ça va faire une jolie balade. C'est une jolie balade. C'est une jolie balade. Et Christophe Pouta, vous aviez un autre rendez-vous le 15 juin. Oui, le 15 juin. Le 15 juin, donc samedi, manifestation nationale à Paris pour défendre notre système de santé et de protection sociale. Donc on appelle l'ensemble des soignants, mais aussi l'ensemble des assurés sociaux à venir exprimer sa colère devant le fait qu'aujourd'hui, le changement n'est pas au rendez-vous dans le monde de la santé et qu'on souhaite que le gouvernement infléchisse très fortement sa politique. Une des revendications, tout à fait simple, c'est que les soins doivent être pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Sur la revendication catégorielle, c'est qu'on demande un collectif budgétaire immédiat pour que à la fin de 2013, on ne soit pas 20 000 personnes en moins pour s'occuper des patients dans les hôpitaux. Mais est-ce qu'on pourrait espérer que la CGT vienne soutenir ni Bonne, ni Nonne, ni Pigeonne le 12 mai prochain? Est-ce qu'on pourrait espérer ça? Oui, tout à fait. Ça paraît effectivement envisageable. La question, c'est que les contacts ont peut-être pas été pris en temps et en heure et envoyé un mail à tous les syndicats. Et au bon niveau. Comme on est un petit peu dans l'urgence en permanence, voilà, c'est une initiative qui n'a pas été forcément reprise dans les calendriers. Mais il est clair que je pense que vous adressez à tous les professionnels, qu'ils soient syndiqués, non syndiqués. Absolument, soignants et soignés. Soignants et soignés. Donc, toutes les initiatives de ce type-là, de toute façon, sont à valoriser pour qu'il y ait une expression. Et en tant que syndicaliste, ce qui nous intéresse, c'est la construction d'un rapport de force. Et la construction du rapport de force, ça passe aussi, pas seulement par là, mais par l'expression dans la rue, sur des moments forts, sur des thèmes particuliers. Et nous avons besoin de vous, donc voilà. Donc on rappelle l'adresse du site nb3np.org. nb3np.org. Donc rendez-vous le 12 mai prochain. Merci. Juste une petite question. Si vous êtes appelé Pigeonne, c'est parce que vous pensiez que M. Hollande allait vous répondre rapidement comme il l'a fait avec les patrons pigeons. Non, on a vogué un peu sur ce mot en le détournant, en fait. Ah, oui.
Merci en tous les cas d'être venus. Et puis j'espère que les auditeurs réfléchiront sur leur futur et puis leur future vieillesse et leur maladie, et qu'ils comprendront que là il faut jouer collectif et lutter justement contre la casse de ces collectifs qui a été bien orchestré depuis des années par ce système capitaliste qui nous détruit les uns les autres. Oui, Voilà. puis se lever contre ce gouvernement dont les mesures mettent en danger la santé de la population, la santé des individus. Voilà, donc merci à nos quatre